avec mon premier défi marathon où j'avais décidé de ne pas m'entraîner à la course à pied. Moi, je suis quand même persuadé qu'une bonne partie des coureurs aujourd'hui, les maillons les plus faibles, c'est leur respiration. Salut Léo. Salut David. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ta routine matinale, ce que tu fais pour performer, que ce soit physiquement ou mentalement? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, ce matin, pour te donner un exemple, c'était douche froide, direct, au réveil. Comme d'hab. Ouais, des fois, j'ai fait d'abord des pratiques, des respirations, du mouvement, mais ce matin, je me suis vraiment senti, au réveil, j'avais chaud, j'ai senti les rythmes circadiens qui s'activaient, la température, direct sur la douche froide. D'ailleurs, j'ai fait un protocole d'alternance chaud-froid ce matin. Des fois, j'ai fait un peu de froid, un peu de chaud, et j'alterne plusieurs fois. Donc, ce matin, j'ai fait ça. Puis, je me suis mis à faire des respirations. Ce matin, j'ai fait une respiration détox. Voilà, parce que j'en avais besoin. C'est une technique mixte, des respirations yogi complètes avec des longues expirations, des apnées, etc. Et puis, j'ai fait une bonne 25 minutes de vélo pour venir ici. Donc, il y a toujours les mouvements et ce matin, c'était les vélos. Donc, j'ai mis un masque, je t'ai montré tout à l'heure. C'est un masque qui filtre la pollution parce que, voilà, à Paris. Mais c'est aussi un masque qui fait de l'hypercapnie. Parce que, franchement, il est bien collé au visage et il y a beaucoup de récirculation d'air. Donc, je vois vraiment l'effet aussi sur l'entraînement hypercapnique. Donc, voilà ma routine de ce matin parisienne. Mais sinon, après, j'ai des routines un peu plus complètes quand je suis chez moi dans les montagnes, où il y a beaucoup plus des mouvements, d'étirements, des yogas, des méditations et des respirations. Mais c'est un peu ça les clés principales. Tu sais, moi j'habite au bord du lac Léman, plutôt à la campagne, dans un environnement relativement préservé de la pollution. Et c'est amusant de constater à quel point le corps s'adapte à son environnement. Et donc moi je me suis adapté à cet air pur, ce qui fait que quand je viens à Paris, systématiquement, j'ai tendance à avoir le nez qui se congestionne un petit peu. C'est clair. Alors je prends à chaque fois avec moi le Rhino Horn. Tu sais, c'est ça ressemble à une lampe d'Aladin. Tu mets de l'eau un petit peu salée dedans et ça te permet de nettoyer justement tes narines, de décongestionner le nez. Et je prends ça et ça me permet pendant la nuit par exemple de garder une respiration nasale. Sinon systématiquement quand je suis à Paris, j'ai le nez qui se bouche. Ah bah clairement. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas dit ce matin, mais j'ai fait tout ce qui est nettoyage des voies respiratoires et de la langue. Donc j'ai effectivement nettoyé mes sinus avec de l'eau, puis j'ai nettoyé avec Kapalabhati. Donc, ça c'est tout, ça fait partie du rituel. Donc oui, à Paris c'est vraiment nécessaire. Et moi je sens avec les changements que tu dis. C'est encore plus important d'avoir des bonnes routines quand on est dans un environnement comme une grosse ville par rapport à la nature où on est en fait supporté par l'environnement et ça nous donne aussi plus d'énergie et des capacités de régénération. À Paris, c'est pas le cas, donc il faut bien être ciblé sur les routines. Et Kapalabhati, donc tu dis que tu l'utilises dans une logique d'hygiène nasale, alors que initialement c'est peut-être une technique qui est plutôt décrite pour sa capacité à augmenter la clarté d'esprit. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ça fait les deux et on peut l'utiliser dans les deux sens. C'est une technique de respiration qui active les diaphragmes, qui permet une bonne expiration rapide, qui se dynamise. Effectivement, ça réveille, ça peut même être utilisé pour réduire l'inflammation sur des pics aigus. Mais en fait, dans les vrais textes yogiques où on décrit les exercices de respiration, c'est pas un pranayama en réalité. Donc ça vient du pranayama, du yoga. Mais en réalité, les yogis ne l'utilisaient pas comme une technique respiratoire, mais comme une technique de nettoyage et de purification le matin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser aussi pour faire une pratique respiratoire. C'est ce que je fais aussi. Mais du coup, les matins, c'est particulièrement indiqué pour se nettoyer au niveau des sinus et des voies respiratoires. Ok, super. Bon bah écoute, je rajouterai ça en plus de mon petit Rhino Horn. Exactement. Tu le fais après. Justement pour nettoyer tes sinus et les sécher, pour éviter qu'ils s'inflamment. Et quoi, tu fais quoi, une trentaine de respirations comme ça? Ouais, tu peux en faire même plus. En fait, il faut faire sortir toute l'eau de tes sinus et de tes narines. Et ça, c'est une erreur que moi, je faisais pas. C'est une erreur que je faisais au début. Je savais pas exactement ça. Et en fait, ça peut même donner des infections en plus de se nettoyer les sinus avec de l'eau si l'eau ne sort pas. Alors, pour certains, ça sort bien. Pour d'autres, ça sort pas. Donc, c'est vraiment indiqué de les faire après. Et c'est intéressant parce que ce nettoyage des sinus, en plus de décongestionner le nez, il permet aussi d'évacuer un petit peu le mucus, d'entretenir toute cette muqueuse justement nasale. Et donc j'ai vu des études qui montraient que ça réduisait la prévalence des rhumes, des infections des voies aériennes, etc. Donc ça réduit les risques de tomber malade en hiver. Donc ça serait dommage de passer à côté et en réalité ce soit finalement plutôt néfaste parce que on s'est pas correctement mouché, on n'a pas correctement évacué l'eau à la fin. Ouais. Ok, je note. Et le masque que tu utilises, c'est un Air Pure du coup?
quelque chose comme ça? Alors, les masques que je l'ai acheté il y a longtemps, quand j'habitais à Paris, parce que j'avais, à l'époque, vraiment l'impression de respirer beaucoup de pollution quand je faisais du vélo. Moi, quand je fais du vélo à Paris, je trace. Comme ça, c'est aussi mon entraînement physique. Et c'est un masque qui vient d'Angleterre, de Londres, s'appelle Respro, quelque chose comme ça, où il y a des filtres, double filtres que tu mets. Et ça filtre l'air en entrée, mais ça fait sortir l'air en sortie sans résistance particulière. Et donc, c'est vraiment pour les filtrages de l'air qui rentre. Comme moi, je respire que par les nez. Du coup, ça renforce bien les muscles respiratoires parce que ça donne une résistance en plus qui est juste la respiration par les nez. Et en même temps, quand tu expires, il y a quand même de l'air qui reste et donc je sens bien l'hypercapnie. Et donc, c'est très marrant parce que ça chauffe beaucoup les corps. Et en même temps, on sent qu'il y a un travail qui tend vers l'anaérobie plus rapide parce qu'il y a quand même moins d'oxygénation, surtout si on fait à haute intensité. Alors, ce matin, je n'ai pas fait très haute intensité parce que je venais ici avec toi. Mais sinon, oui, des fois, j'en vois. Oui, parce que en réalité, quand on travaille la respiration, il y a toujours trois axes. Il y a les muscles inspiratoires et expiratoires, donc c'est vraiment la capacité du diaphragme, des muscles intercostaux, etc., à se contracter. Il y a toute la mécanique, la neuromécanique qui permet de synchroniser correctement cette respiration. Et puis le troisième point, c'est peut-être justement la tolérance au CO2, à l'hyper ou à l'hypocapnie. Oui, donc moi j'ai effectivement les trois axes principaux qui concernent les corps et la physiologie. Et moi je les appelle la biomécanique, donc tout ce qui concerne effectivement les muscles de la respiration, mais aussi les portes d'entrée, les nez, la bouche, etc. La biochimie, donc tout ce qui concerne l'échange gazeux, l'oxygène, le CO2, mais aussi l'oxyde nitrique, dont en fait on parlait indirectement avec tout ce qui est nettoyage et préservation des voies respiratoires pour les rhumes. Et c'est une autre chose que je fais ce matin, d'ailleurs, j'ai oublié de te mentionner, mais voilà, il y a plein de petites choses qui sont ancrées, en fait, que j'y pense même plus. Et le troisième axe, c'est la psychophysiologie. Et donc, c'est les liens avec les systèmes nerveux, surtout autonomes. Et donc, tout ce qui est cadence, rythmicité. Et alors, quand je fais du vélo à Paris, j'y pense moins à celui-là. Je ne mets pas à compter, par exemple, mes respirations. Mais on peut le faire davantage sur la course à pied, par exemple. Donc, quand je fais les marathons, on parlera peut-être, c'est quelque chose sur lequel j'étais beaucoup plus focus. Et ça, c'est les trois axes qui concernent les corps, tout ce qui est matière. Et c'est pas moins bien au meilleur, c'est juste trois axes des respirations, trois piliers de la respiration. Et puis, moi, je travaille avec deux autres piliers. Donc ça, c'est l'approche de l'académie, que je te parle, de l'académie Inspire que j'ai créée. Les deux autres, c'est plus ce qui concerne l'énergie et l'esprit. Donc, ils sont un peu plus nébuleux, plus difficiles à décrire scientifiquement, même s'il y a des choses, C'est les piliers énergétiques et les piliers spirituels. Alors, en faisant du vélo avec les masques ce matin, je n'ai pas utilisé ces deux-là. Mais avant, dans mes routines du matin, oui, exactement. Il y avait les piliers énergétiques en plus que les autres pour me recharger un peu. Je trouve ça intéressant, malgré tout, d'interconnecter les choses. Dans le sens où le travail de la respiration, on va le voir, c'est rempli de promesses et d'avantages. Et d'un autre côté, on a déjà plein de choses à faire dans nos quotidiens, dans nos entraînements. Je veux dire, la respiration, ça doit être au service de notre vie et ça doit pas devenir notre vie. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu cette tendance, tu vois, par exemple, avec la mobilité. À un moment, c'est devenu hyper à la mode et puis tout le monde faisait de la mobilité. T'en avais qui sortaient des formations, etc. Et puis, je vois par exemple Alexis Beck, il a sorti des formations. Ça représente 3 séances par semaine d'1h30. Et donc au bout d'un moment, la mobilité devient ton sport. Je veux dire, de mon point de vue, on passe à côté de l'idée. La mobilité, elle doit être au service de ton sport et de ta performance. Et tu peux tomber un peu dans la même chose dans la respiration. Quand tu vois tout ce que tu pourrais travailler, tout ce que tu peux faire, etc. C'est un champ d'expression et d'exploration infini. Mais si tu passes tes journées à ça, quelque part, c'est dommage aussi. Donc, je trouve ça toujours intéressant, les petits hacks qui te permettent d'intégrer du travail respiratoire dans ton quotidien. Et donc là, au final, tu arrives à mixer le fait de devoir te rendre à un endroit donné avec une activité sportive qui sert à ton entraînement, à ton travail de zone 2, etc., d'aérobie à faible intensité, qui va participer à la biogénèse mitochondriale, à la pleine expansion du cœur, ce qui permet de le renforcer, etc., et donc qui va avoir des avantages cardiovasculaires, et en même temps ce travail des muscles inspiratoires, expiratoires et d'hypercapnie. Donc je trouve ça vachement intéressant, tu vois, ce type de perception. Oui, c'est pour ça que moi, je me déplace qui est à vélo à Paris depuis longtemps, parce que je trouve que c'est une bonne synergie d'effets positifs pour justement se déplacer. Et j'ai rejoint ce que tu dis par rapport à est-ce qu'il y a
un pilier, un outil, un monde, par exemple la respiration, la mobilité, qui sont un service de notre vie, de notre qualité de vie et de nos projets, ou est-ce que ça devient aussi notre vie? Et je pense que c'est nuancé dans le sens où pour certaines personnes, ça peut être très bien de passer par cette phase, notamment si des personnes sont vraiment en difficulté sur leur niveau de santé, leur niveau physique, etc., de passer par une phase où ils se concentrent sur la rééducation respiratoire ou la rééducation de la mobilité par rapport à leur corps. Et puis effectivement, il peut y avoir une transition vers une propre activité physique, un entraînement avec des objectifs. Et je t'ai dit ça parce que moi, je suis passé exactement par là avec mon premier défi marathon où j'avais décidé de ne pas m'entraîner à la course à pied. Et donc, tout mon temps était dédié à la respiration et à la mobilité. Donc, je prenais du temps chaque jour, 1h30, comme tu disais, pour travailler mes compétences respiratoires et mes compétences au niveau de la mobilité, de l'alignement postural pour la course, sans m'entraîner à la course. Mais c'était volontaire, hein, c'était mon défi un peu particulier de faire ceci. Et dans les deuxièmes défis marathon, où j'avais beaucoup d'entraînement, de courses à faire, j'ai beaucoup réduit la mobilité, même si j'ai gardé des choses qui étaient fonctionnelles à mon entraînement. Et j'ai aussi réduit l'entraînement respiratoire tout en gardant les éléments essentiels à mon entraînement respiratoire, les plus intéressants. Je t'en parlais quand on était au festival Limitless, un peu comment j'ai choisi ces exercices qui sont les plus efficaces pour gagner du temps, en fait. Et j'ai bien vu la différence aussi. C'est pas la même chose. Mais c'est pas pour autant négatif. Quand j'ai passé que du temps à respirer et à faire la mobilité, je me sentais quand même très bien. J'étais moins fonctionnel à la performance. Et donc, effectivement, c'était pas les mêmes résultats. Mais je me sentais très bien. Alors, c'était aussi une période limitée de ma vie. Hein, c'était pendant 2 mois. Et donc, c'est peut-être un élément d'observation et des consciences à avoir sur de quoi on a besoin à quel moment et où on met plutôt le focus. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas devenir obsédé par quelque chose au point où on fait que ça. Sauf si on est vraiment un spécialiste qui est en train de creuser l'élément. Donc moi, ça m'arrive de faire peut-être 2-3 heures de respiration par jour pour aller creuser plein de choses. Mais ok, c'est pas forcément une chose que je conseille aux autres. Et par contre, une chose que je peux te dire par rapport au fait de les faire tout le temps, c'est la conscience de cela. La conscience de ma respiration, je veux bien l'intégrer dans mon quotidien tout le temps. Ça peut être une conscience de background qui m'aide aussi à me calmer, à réduire l'anxiété. Et je pense que la conscience du corps, ça peut aussi venir un peu dans ce sens-là aussi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, en réalité, tu vois, la respiration, c'est pas forcément. On a tendance à cloisonner les choses. Tu vois, c'est un peu comme cette notion de équilibre vie pro vie perso, comme si t'avais d'un côté le travail, d'un autre côté le sport, la vie perso, tes passions. Là, tu vois, j'ai été faire un week-end où j'ai couru, j'ai fait une centaine de kilomètres avec un sac, etc. Et en fait, pendant tout ce temps-là, il y a tout un travail d'introspection, de cheminement, d'exploration moi-même, de ma conscience. Mais il y a aussi des podcasts que j'ai écoutés, des idées que j'ai eues. J'ai continué à processer sur certaines problématiques que je peux avoir dans mon métier, etc. Donc au final, est-ce que c'était du sport? Est-ce que c'était du travail? Est-ce que c'était du développement personnel? C'était un petit peu de tout ça, tu vois. Et le fait d'enfermer les choses dans des cases, ça nous fait parfois perdre de vue ce côté autocatalytique des choses. Tu vois, dans cet équilibre vie pro, vie perso, ça suppose une opposition entre les deux, comme si le fait de dédier du temps à l'un faisait forcément diminuer l'autre. Moi, je préfère avoir une vision d'addition, comme si les deux ensemble, et d'ailleurs, il y a plein de moments où je suis pas en train de travailler, peut-être que je vais parler avec ma femme ou jouer avec ma fille, et puis je vais avoir une épiphanie et ça va me donner une idée fantastique pour quelque chose, une problématique que j'avais dans mon travail. Et la respiration, ou même le corps... En réalité, tu vois, elle a pas besoin d'être cloisonnée à un moment d'exercice. Ça peut l'être de temps en temps. Si tu veux travailler sur un point de faiblesse ou une volonté d'explorer, un breathwork ou autre, ça peut l'être. Et en même temps, ça peut juste être là dans ton quotidien. Ça peut être simplement, t'es en train de travailler, tu t'aperçois que t'es en train de lire un mail qui t'absorbe et puis que tu rentres en apnée et te dire, ok, je prends le temps de me sentir dans mon corps et de respirer. Ou par exemple, moi j'ai un rituel avant de commencer mon repas que maintenant ma fille qui a seulement 4 ans suit également. C'est-à-dire que avant de démarrer le repas, eh ben on prend le temps de respirer. Et parfois ça prend seulement 1 minute, tu vois. C'est pas une vraie pratique respiratoire dans le sens où je me dis pas je fais un exercice. Non, on prend juste le temps de se poser sur notre chaise, de fermer les yeux, d'atterrir dans cette zone parasympathique, de se détendre. Et elle, c'est pour un enfant de 4 ans qui est forcément exubérant par nature, c'est quelque chose de pas évident.
Donc elle a dû apprendre aussi. En plus, c'est une torture parce qu'il y a déjà son assiette qui est devant elle. Donc elle voit tout son repas et donc forcément ça met en joie toutes ces papilles gustatives où elle commence déjà à saliver, elle a envie de manger. Et pour autant, elle doit utiliser ses neurones inhibiteurs pour ralentir, prendre le temps de fermer les yeux. Et on respire, on se pose, on atterrit. Et après avoir fait ça, eh bien, on remercie et on souhaite bon appétit à tout le monde. Et après seulement on commence à manger. Et là, par contre, on mange, on active aussi cette logique un peu de pleine conscience, tu vois. Clairement. En été, 30 minutes d'exposition au soleil suffisent à couvrir nos besoins en vitamine D. Mais dès le mois d'octobre, les niveaux d'ensoleillement ne sont plus suffisants pour couvrir nos besoins. Et la supplémentation devient nécessaire pour la plupart des Français. Or, la vitamine D joue un rôle central dans de nombreuses réactions physiologiques, notamment la modulation du système immunitaire, la régulation des gènes, la vie cellulaire, la santé osseuse et musculaire. La D3 d'Unae ne coûte que 12 € et tu bénéficies de 10% de réduction avec le code Limitless. Ça serait dommage de s'en priver. C'est marrant parce que j'ai fait la même chose. Alors moi, j'ai développé un petit rituel, comme tu dis, qui maintenant il est vraiment ancré et ça me fait du bien. Ça fait sourire aussi un peu les personnes autour de moi parce que j'avais démarré en 2021 un défi sur la gratitude. De ressentir la gratitude pendant 21 jours dans tout ce que je faisais. Et il y a une chose qui est vraiment restée, et je continue à le faire, c'est avant de manger, de remercier ce que je mange et de me sentir en gratitude par rapport à ce que je mange. C'est aussi de la vie, souvent. Et j'ai développé ces rituels de gratitude avec la respiration que je fais 3-6, c'est une technique que j'aime bien, et j'inspire sur 3 temps et j'expire sur 6 temps en disant merci. Donc je fais merci, 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 merci. Et je le fais en silence. Je regarde l'assiette où je ferme les yeux et je pose aussi les mains autour de l'assiette pour envoyer cette intention des remerciements et des gratitudes à ce que je mange. Et je l'ai fait, comme tu dis, pendant 1 seule minute. C'est pas très long. Mais je me mets dans un état aussi d'émotion des remerciements. Et ça fait vraiment sourire autour de moi parce que souvent, les gens me regardent un peu. Est-ce que tu es en train de prier? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, je leur explique. Et hier soir, je tournais justement un podcast avec Mike Meyer de Take a Deep Breath. Il a un podcast en anglais sur la respiration. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. On était en Irlande, dans un séminaire des master instructeurs Oxygen Advantage. On ne se connaissait pas, on était une bonne trentaine. Et moi, je me suis assis à côté de lui à table, on ne parlait pas. J'ai fait ces rituels et c'est comme ça qu'en fait, on s'est rencontrés. Et hier soir, il me rappelait, c'est ce qui m'avait marqué de toi, c'est qu'avant de manger, tu mettais ta conscience dans la respiration et tu remerciais ce que tu mangeais. Donc, c'est un beau rituel, je pense. C'est simple, mais moi, j'invite aussi les enfants à les faire quand ils sont avec moi. Et en fait, ils comprennent l'intérêt aussi de les faire. Et si on commence à les faire dès qu'on est tout jeune, par exemple, ta fille, elle a 4 ans, c'est ça? C'est magnifique. T'imagines, tu portes ça ancré en toi. C'est même plus un rituel, ça devient une partie de toi. Et puis, je trouve que ce qui est très beau avec ça, c'est que c'est à la fois extrêmement simple. C'est vraiment porteur de sens d'un point de vue philosophique parce que ça te relie vraiment à ce que t'es en train de manger. T'es pas simplement en train d'ingérer des calories. C'est un cadeau de la nature aussi. C'est une chance qu'on a de voir toutes ces couleurs, tous ces produits, tous ces délices qui vont nourrir notre physiologie, mais aussi notre âme. Donc il y a ce côté de reconnaissance, de remerciement qui te donne une conscience aussi supérieure à la façon dont tu vas entre guillemets traiter ces aliments. Et puis il y a aussi un impact physiologique parce que on a 2 systèmes, le système nerveux autonome est divisé en 2 branches. La branche sympathique est plutôt liée à l'action, au combat, à la fuite, au développement, et puis la branche parasympathique est plutôt liée à la récupération, au repos, la digestion. Et pour avoir une digestion optimale qui permette vraiment l'absorption des nutriments, donc des calories que tu es en train d'ingérer, eh bien, il faut atterrir dans cette zone parasympathique. Peut-être qu'avant tu étais en train de travailler, tu étais dans un état d'activation assez important. Et si tu te donnes pas le temps, je trouve, d'atterrir dans cette zone parasympathique, tu peux très facilement avaler ton assiette. Moi, j'ai fait ça pendant des années. J'avalais mon assiette, 5 minutes après, j'avais presque fini mon repas, tu vois. J'étais là, j'avais même pas mastiqué, pris le temps de manger, d'apprécier. Tu vois, t'as la première bouchée, tu la trouves bonne, mais en fait, t'es tellement impatient que t'es déjà arrivé à la deuxième, et puis tu manges distraitement, t'es peut-être en train de regarder un truc à la télé, ou de travailler en même temps, et ça, c'est, d'une part, tu profites pas vraiment du moment, et en plus de quoi, c'est très sous-optimal d'un point de vue qualité de la digestion, etc., quoi. Clairement.
Moi, je faisais la même chose. Hein. Je pense que peut-être même pire que toi. Oui, sans mâcher, sans conscience, sans apprécier finalement, et puis sans les digérer, et avec toute l'énergie qui est prise derrière pour la digestion. Et une des meilleures salades de ma vie, ou un des meilleurs repas de ma vie, c'était une salade, c'est mieux dit comme ça. Quand j'étais dans un monastère bouddhiste au village de Prunier, ils nous ont proposé de manger un repas, là, en l'occurrence, c'était une salade, en pleine conscience, en méditant. Et cet exercice a pris 1 heure. Et je me suis même pas aperçu du temps qui passait. Et c'était une méditation sur l'observation de tout, de toutes les sensations et toutes les perceptions liées au fait de manger une salade. Même les bruits du fait que tu croques quelque chose comme une salade, quoi, hein, du laitue. Et tu vois, je m'en rappelle encore. C'était loin d'être la meilleure salade de ma vie parce que c'était meilleur en termes de goût, je sais pas quoi, assaisonnement. C'était que j'étais tellement présent et conscient et j'ai vécu chaque chose de ces moments que c'était un des meilleurs repas de ma vie. Et ça se rapproche aussi à ça, ces moments-là, c'est les premiers repas après un jeûne. Alors je dirais pas, mais généralement après un jeûne, c'est très petit. Hein. Tu manges peut-être un petit fruit ou un petit morceau d'un fruit. Mais après avoir passé 7 à 10 jours sans manger, quand tu manges une petite chose, par exemple une cerise ou un morceau de pomme, c'est exceptionnel. Et ces moments-là, je me rappelle encore. Donc, il y a effectivement cet élément conscience et présence qui va avec, à mon sens, la présence et la conscience de sa respiration. À mon sens. Après, ça peut être dissocié. Mais comme on parlait des respirations, moi, ça m'aide à ça. Et ça m'aide aussi dans les mouvements. Par exemple, la conscience du mouvement et la conscience de mon corps, elle est maintenant liée à la conscience de ma respiration et la présence dans ma respiration. Donc, j'essaye de faire tous les mouvements en présence aussi de ma respiration et je sens beaucoup plus chaque fibre musculaire travailler et je pense aussi que c'est plus efficace. Je pense qu'il y a un meilleur entraînement physique et des meilleurs résultats physiques quand on est plus présent par rapport au mouvement qu'on fait. Bah, c'est même pas seulement une pensée, c'est largement confirmé par la science. L'intention, le fait d'avoir une pratique intentionnelle, créer des chemins neuronaux beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus solides dans le cerveau, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vrai dans la performance sportive, mais c'est aussi vrai dans l'apprentissage, etc. Donc la pratique consciente. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un truc un peu. Parfois, tu fais les choses simplement pour les résultats qu'ils peuvent t'apporter. Et donc, tu les fais pas vraiment en conscience. Par exemple, tu vas faire ta série de développé couché parce que tu cherches des résultats, mais sans être vraiment focalisé. Et pendant tes temps de pause, tu vas regarder ton téléphone. Ou bien tu vas méditer en cherchant le fait d'être peut-être plus présent à toi-même, de réduire ton stress ou ton anxiété. Mais c'est pareil, c'est pas vraiment une pratique délibérée. Et ça change drastiquement les impacts et ce que tu vas en retirer au final. Et donc quelque part, cette tendance à vouloir suroptimiser notre temps, tu vois, par exemple, moi je vais aller marcher, puis je vais écouter un podcast pendant que je vais marcher, etc. Ou même je te parlais de mes trails, où j'écoute des livres audio. Bon, ça fait pas tout le trail comme j'ai couru à peu près peut-être 15 heures, tu vois. Sur les 15 heures, au final, j'ai peut-être passé 5 heures à écouter des choses et puis j'ai aussi passé pas mal de temps sans rien dans les oreilles, justement à vivre de façon intentionnelle et cette pratique à être en connexion avec la nature, avec mon corps, avec mes ressentis, avec mon exploration spirituelle entre guillemets et de ma conscience. Donc voilà, mais je veux dire, c'est important, je pense, d'avoir des moments comme ça, de pleine conscience, de pratique intentionnelle, et de voir que la façon dont tu appréhendes un exercice, entre guillemets, modifie ce que tu pourras en retirer. Et à cet égard, j'ai une petite anecdote. Pendant 9 mois, j'ai médité tous les jours pendant 20 minutes avec Petit Bambou. Parce que je suis très discipliné, donc pour moi, c'est facile. Et j'ai pas vraiment pris de plaisir à le faire. J'ai pas eu l'impression... Ça m'a apporté certaines choses... Peut-être plus de calme, d'observation de mon quotidien, etc., de mes sensations, de mes ressentis, de connexion à la respiration. Mais globalement, je pense que je passais un peu à côté de l'exercice. Et là, j'ai repris la méditation parce que mon ami Steve, que tu connais aussi, a lancé sa communauté en ligne de pratique de la méditation. Et donc, il propose 2 fois par semaine un live où tu as une première partie qui est plutôt de la respiration et puis une seconde qui est de la méditation. Et en fait... L'intention derrière la pratique est complètement différente. Je le fais pas pour être discipliné, je le fais pas pour chercher des bénéfices X ou Y.
Je le fais simplement parce que j'avais envie de faire partie de ce mouvement, de découvrir ce qu'il avait à partager parce que c'est un ami et que c'est quelqu'un dont je respecte énormément le savoir, la compréhension, etc. Et la vision de la vie et du monde. Et en réalité, je prends énormément de plaisir à le faire. Et là, je suis impatient et content de le faire. D'ailleurs, je l'ai fait encore ce matin et on a fait un breathwork avant la méditation et on pourra en revenir sur la partie breathwork parce que c'est quand même un outil qui est assez incroyable. Et j'y vois plein de bienfaits, tu vois. J'y vois plein de bienfaits alors que je le fais que 2 fois par semaine, tu vois. Mais bon, ça dure 1 heure. Donc au final, en temps cumulé, ça fait peut-être autant que mes 20 minutes avec Petit Bambou. Mais je veux dire, ce qui est vraiment marquant là-dedans, ce qui m'a marqué, c'est que l'intention derrière l'outil modifie vraiment les effets observés, quoi. Ah bah totalement. Et donc là tu m'as donné deux petites brèches que j'ai envie d'explorer. La première sur ton aventure dans ce monastère. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment t'as vécu là-bas et ce que tu en as retiré? Comment est-ce que ça a modifié ta façon de voir la vie, de voir ta vie? C'était une très belle expérience il y a maintenant 3 ans, ou 3 ans et demi. Et c'était donc au village des Pruniers. Je connaissais pas forcément. Je connaissais Thich Nhat Hanh, je connaissais la pleine conscience de la respiration par nom. Je pratiquais pas énormément l'Anapanasati. Et j'avais été invité pour partager mon approche à la respiration avec les moines. Et j'avais été invité par Frère Promesse, Fapté, qui peut-être va écouter ces podcasts, parce que je sais qu'il aime bien tout ça. Et j'avais passé là-bas une bonne semaine à proposer des pratiques aux moines, des pratiques de renforcement physique, des pratiques d'exposition au froid, mais aussi des pratiques de respiration consciente et contrôlée sur la maîtrise de la respiration. Et j'étais intégré à leur vie. Et c'était une période assez particulière parce que il n'y avait pas d'autres invités au monastère. Il y a eu David Tan la semaine avant moi et puis moi la semaine après. Il n'y avait pas d'autres invités. Et donc on était vraiment intégrés à la vie monastique. Et avec les rythmes qu'ils avaient les moines. Et donc on méditait avec eux, on faisait les repas en silence avec eux, on avait des moments d'apprentissage, des cours avec eux, des marches en méditation avec eux, des temps de travail avec eux. Voilà, tout ça était très très beau, très apaisant. Ces temps-là, je les chéris dans mon cœur pour plusieurs raisons. La première, c'était les moments de la fin du bardo, que c'est une période importante dans le bouddhisme. Et Thich Nhat Hanh était bouddhiste, vietnamien. La fin du bardo pour Thich Nhat Hanh. Il était mort et c'était la 7e semaine. Donc la fin d'une période qui pour les bouddhistes est très importante. Et donc j'étais là les jours de la cérémonie des finales de cette période, donc où tous les moines étaient habillés en jaune, il y avait des chants, une énorme cloche qui sonnait. Et en fait, on a même reçu les cendres de Thich Nhat Hanh dans la main pour les redonner à la terre. Moi, quand j'ai reçu ça, je me suis vraiment senti appelé par une mission qui était celle du partage de la respiration et du souffle, parce qu'un des messages les plus importants de Thich Nhat Hanh, c'était inspire, expire, souris, tu es vivant. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager davantage, et c'est là où j'ai commencé à partager davantage la respiration. C'est là où j'ai décidé de créer l'Académie Inspire, c'est là où j'ai décidé d'écrire mon 2e livre de respiration, cette semaine-là. Au village des Pruniers, c'est là où je l'ai commencé. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement cher à mon cœur, parce que ça m'a clarifié sur une mission de vie qui était la mienne, pas seulement la partie froid, tu me connais aussi par la partie stage, montagne, froid, qui est très importante pour moi par rapport au lien à la nature, et tout ce qui est contemplation des mondes extérieurs. Mais cette partie intérieure par rapport au souffle, c'est devenu très présente et très importante à ces moments-là. Et ça rejoint aussi ce dont tu parles, le breathwork, la présence, la conscience, un chemin spirituel, individuel. Et voilà, donc c'était cette semaine-là qui a été le pivot. Et puis récemment, c'est beau parce que j'ai pu aussi repasser beaucoup de temps avec Frère Promesse chez moi, au chalet Rita, où je l'ai accueilli pendant 4 mois. Ah oui. Voilà, et on a pu partager ensemble d'autres exercices et on a fait même des vidéos sur ma chaîne YouTube de ses pratiques à lui, et moi j'ai pu échanger avec lui, et voilà, donc c'était une belle parenthèse aussi qui bouclait une boucle aussi par rapport à cette rencontre avec les bouddhismes de Vietnam et de Thich Nhat Hanh et tout ce qui est l'Anapanasati. Cette clarté d'esprit, cette capacité à
à te reconnecter avec ta mission, aux choses vraiment essentielles dans ta vie, et à distinguer l'important du futile, elle vient selon toi de leur pratique, de cette énergie qui régnait dans ce monastère, ou bien au fait de vider, dans le sens où je le sais, t'es quelqu'un d'hyper enthousiaste avec plein de projets, etc. Et on est exactement pareil là-dessus, tu vois, on est des gens passionnés. Et donc on a parfois tendance à avoir une vie un peu tourbillonnante et à manquer de cette déconnexion, de cette espèce de détox. Et quand je parle de détox, c'est pas, tu sais, on parle parfois de détox numérique, de détox nutritionnel, etc. Mais là, c'est presque une détox d'intensité intellectuelle. Est-ce que tu penses que c'est justement le fait de t'avoir laissé du temps de repos, entre guillemets, de calme, sans tous ces outils, sans toutes ces choses à faire, etc., qui t'a permis d'avoir une vision plus claire des choses? Oui, clairement. C'est une bonne question parce que c'est pas facile vraiment de répondre à ça en étant sûr que ce soit un élément plutôt qu'un autre, mais il y a plusieurs éléments à mon sens. Le premier, c'est l'intégration d'un rythme de vie dans la journée, là, très rythmé, avec des pratiques aussi qui sont vraiment les fondamentaux du rythme de la journée. Tu peux décrire une journée? Par exemple, se réveiller tôt le matin, quand il fait encore nuit, et en silence aller méditer pendant longtemps, c'est au moins 1 heure, et puis enchaîner avec des pratiques sous le mouvement en conscience, en restant en silence, prendre un repas en silence par la suite, et qui après commencer à parler, commencer à s'activer. C'est déjà un démarrage de journée très différent que se réveiller, regarder son téléphone, manger quelque chose, boire quelque chose, sortir, aller travailler. C'est pas du tout la même chose. Et puis, on est dans un cadre de vie où on est dans un monastère. Donc, tout le monde fait pareil. Et on a cette détox aussi digitale dont tu parlais. On est préservé aussi du brouillard et des distractions du monde extérieur parce qu'on est dans un lieu privilégié. Et tout le long de la journée, il y a vraiment cette notion de revenir à l'instant présent, à la conscience, à la présence, par tout un tas de pratiques et des rituels. Donc, il y a une cloche qui sonne tous les 15 minutes pour reprendre un moment de silence, de reconnexion à soi. Il y a certains moments de présence avant de manger, où on respecte ce qu'on mange, on respecte les autres. Il y a des moments des pratiques de la méditation ensemble, de la marche ensemble, du travail ensemble, des échanges ensemble. Donc, ouais, c'est quelque chose qui aide énormément à structurer sa vie. Et c'est un cadre préférentiel. C'est pas du tout la même chose de vivre à Paris et de passer une journée avec plein de rendez-vous et plein de choses à faire. C'est pas la même chose. Mais ces moments-là, ponctués dans l'année, je pense qu'ils sont des moments qui permettent peut-être de rééquilibrer les rythmes, de rééquilibrer aussi la balance entre porter l'énergie à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de soi. Et les deux, c'est important. Mais moi, je sais que j'ai la tendance à être déséquilibré sur porter l'énergie vers l'extérieur parce que je suis enthousiaste et j'ai plein de projets et je sais que les mondes matériels, je peux en quelque sorte en faire plein de choses et je sais comment mettre en place les choses et donc je peux être porté à cela. Mais c'est important aussi de voir l'autre côté et de dire comment moi je me concentre sur ma quête intérieure à moi. Et ça veut dire plein de choses. Ça peut être plein de choses différentes. Mais souvent, ça peut passer un peu en deuxième plan. Quand on est dans les mondes, on a plein de projets, plein de choses à faire. Et on sait les faire, donc en plus, on va s'y mettre. Mais tout l'autre côté est extrêmement important. Parce que ces côtés d'ancrage à l'intérieur de soi, non seulement on permet une autre qualité de vie, mais permet aussi de vivre différemment ses projets. Et ça permet aussi de clarifier la direction dans laquelle on veut aller par rapport à ces projets. Et moi, dans ce que j'ai fait, dans l'accompagnement d'autres personnes, c'est capital, c'est hyper important et c'est hyper qualitatif. Et je les vois dans des moments où je suis bien présent, bien ancré, où je suis calme et déterminé par rapport à des moments où je peux être un peu anxieux, un peu agité, un peu fatigué. C'est pas non plus la même qualité d'accompagnement. Je fais pas vivre les mêmes expériences aussi aux gens. Et donc, je sais que c'est travailler sur moi est capital, non seulement pour moi, mais aussi pour les gens. Et comme mon projet, c'est un projet à impact, et un projet qui est surtout pour impacter les autres positivement, je ne peux pas me permettre d'être dans tous les sens, en fait. Et donc, c'est ces pratiques-là que moi, je retrouve dans mon quotidien, notamment la respiration, les froids, les mouvements, la nature. Ça me permet d'avoir des moments d'ancrage et de stabilité pour continuer dans la bonne direction. Parce que sinon, comme toi, on est à Paris, on reste là 2 semaines, on a que des rendez-vous tout le temps, on ne fait que des choses tout le temps, et c'est vite un peu parti dans un centrifuge qui nous amène un peu à l'extérieur de soi.
Ouais, moi j'aime bien mon quotidien hyper routinier, hyper au calme, à Évian, au bord du lac, où je suis un petit peu casanier, etc. Et j'ai mes routines et j'ai cet équilibre avec ma femme et mes filles. Et de l'autre côté de l'élastique, quand je suis à Paris, où c'est l'effervescence, je rencontre plein de gens et c'est extrêmement intense. Mais si je peux l'absorber aussi facilement, c'est parce que ma baseline, mon quotidien est suffisamment ressourçant pour me permettre justement d'aller des deux côtés de l'haltère. Et on parlait donc de dopamine détox, de digital détox. Est-ce que tu mentionnais tout à l'heure ta pratique du jeûne. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais encore parfois, mais un jeûne un peu long, puisque 7-10 jours, ça commence à être quand même des sacrés jeûnes. Est-ce que c'est un petit peu le même type de choses que tu viens chercher, pourquoi est-ce que tu le fais, qu'est-ce que tu retires de cette pratique? Oui, donc je continue à pratiquer les jeûnes. Par exemple, je fais du jeûne intermittent. Ça, c'est aussi quelque chose qui aide à calmer, à apaiser. Mine de rien, ça a l'air tout simple. C'est juste arrêter de manger quelques heures. Mais finalement, ça change quand même beaucoup de choses, pour moi, en tout cas, par rapport au rythme, justement. Et alors, des fois, je les fais les soirs. Par exemple, hier soir, j'ai pas dîné. Et des fois, je les fais le matin. Aussi, ce matin, j'ai pas mangé. Donc voilà, finalement, ça va faire peut-être 24 heures à peu près où j'ai pas mangé. Ou sinon, des fois, c'est juste les matins, des fois, c'est juste les soirs, ou des fois, c'est rien. Je mange 3 fois par jour, 4 fois par jour. Ça dépend, tu vois. Ça dépend de quoi? De ta faim, hein, de ton envie? Maintenant, ça dépend de ma faim. Avant, j'étais plus discipliné, un peu comme toi, c'est-à-dire que je l'ai fait et puis basta. Mais je me suis aussi retrouvé des fois à avoir très faim et être un peu en restriction calorique et ne pas forcément m'écouter. Donc là, je l'ai fait aussi en fonction de ma faim, de comment je me sens. Mais aussi en fonction de mes entraînements et tout un tas de choses, parce que voilà, il faut aussi être à l'écoute des réels besoins de son corps, et des fois les besoins du corps c'est les jeûnes intermittents et des fois non. Et donc c'est pas si simple en fait de comprendre ça. Et moi je fais ça depuis 2017, donc ça fait maintenant 7 ans. Et c'est vrai que je n'ai fait d'erreurs et c'est pas forcément clair tout de suite ce qu'il faut faire. Au départ, on part avec des protocoles comme dans tout, et puis à un certain moment il faut les ajuster parce que il faut les individualiser. Et j'ai fait aussi les jeûnes un peu plus longs, mais ça j'en fais pas beaucoup, hein, j'en fais peut-être un par an, ou alors des jeûnes un peu plus courts 2 fois par an. Par exemple, cette année, je n'ai fait un plus court c'était 4 ou 5 jours, je me rappelle plus, chez moi au chalet Rita tout seul, et c'était une pause, en fait, c'était une pause où j'ai ralenti toute stimuli extérieurs, que ce soit les travails, que ce soit l'entraînement, que ce soit même mes pratiques, que ce soit la nourriture, bien sûr, tout, en fait. C'est dans ces moments-là, je marche lentement dans la nature, je dors, je m'étire si j'ai envie de m'étirer, je respire si j'ai envie de respirer. Si j'ai envie d'écrire, j'écris. Si j'ai envie de lire, je lis. Et voilà, je fais ça et ça fait énormément du bien pour le corps, mais aussi pour le mental. Et si c'est comme ça, que je fais 3-4 jours, j'en fais peut-être 2 fois par an. Et si je fais une bonne semaine, au plus, c'est généralement 1 fois par an. Oui, par an, pas par jour, pardon. J'ai dit par jour, mais 2 fois par an ou 1 fois par an. Et quand je fais ça, j'aime bien aussi les faire en nature. Donc, je les fais des fois à Paris, dans mon petit appartement. Et j'avais pas le choix, ok, je l'ai fait comme ça, pourquoi pas. Mais c'est pas la même chose si je peux le faire dans un cadre naturel. J'aime bien accompagner ça avec la marche. Je trouve que ça me fait énormément du bien d'aller marcher, respirer, m'asseoir, prendre le temps, dormir dehors, allongé dans un prairie, côté des arbres, ça me fait beaucoup du bien. Et après, des fois, on se retrouve qu'on a envie aussi on a envie de peut-être marcher plus vite ou de faire du mouvement, on le fait. Je fais du bois. Dans le dernier jeûne, j'étais un jeûne sec et je me suis mis à faire du bois. Je suis allé rattraper du bois, les casser avec la hache, les ranger. Je faisais ça doucement, mais il n'y a eu pas de problème, ça passait. Mais voilà, après j'ai aussi un peu l'habitude, je l'ai fait plusieurs fois. Mais ces côtés jeûne, oui, c'est un côté ralentissement, je dirais. Je l'ai fait pour un côté physiologique parce que je sais ça m'a fait du bien, parce que j'ai beaucoup d'écarts aussi. Parce que je voyage beaucoup, j'ai beaucoup des choses où des fois je peux pas contrôler tout à la perfection, et je me dis c'est pas grave, c'est aussi l'hormèse, du coup des fois je dois rattraper, et puis je l'ai fait aussi pour ces côtés des ralentir. Il y a un lien très fort à moi-même et à l'intérieur de moi-même quand je jeûne. J'ai beaucoup plus d'intuition, j'ai beaucoup plus d'écoute, je sais beaucoup plus ce qui est juste et bon, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors, je l'attends pas en 2 jours de jeûne, c'est pas ça. Je l'attends plutôt 4, 5, 6 jours. Mais ça, c'est beau aussi et ça m'a surpris les premières fois. Donc, je l'ai fait un peu pour tous ces côtés-là.
loin d'être dogmatique ou parce que je sais que les jeunes, ça peut être un peu, des fois, ça peut partir un peu dans les extrêmes, dans les deux sens. Soit je fais pas du tout, soit j'en fais trop. Non, moi, je sais juste une pratique comme les autres qui me fait du bien et je la mets là où je sens il y a besoin. Et voilà, des fois c'est court, des fois c'est plus long. Mais il y a un intérêt aussi à ça. C'est marrant parce que je sais que ton quotidien est extrêmement intense et que tu manques de temps. Comme moi d'ailleurs, et c'est peut-être notre plus grand drame. Et tu vois, il y a plein de gens qui potentiellement, s'ils ont des vies hyper actives, lorsqu'ils ont une semaine de vacances, vont plutôt partir en voyage ou justement se dire, bah tiens, je vais me faire une semaine tranquille à l'hôtel avec des spas, etc. Et puis visiter, voilà, changer un petit peu mon environnement. Et toi, peut-être que ta seule semaine de vacances, tu préfères la consacrer justement au fait de supprimer toutes ces stimulations, de te reconnecter à toi-même, à la nature, de partir dans ton chalet et de faire ce jeûne. Donc, j'imagine par conséquent que c'est forcément pas dogmatique puisque tu dois y trouver une satisfaction et grandir personnellement de façon beaucoup plus importante que si tu avais fait autre chose parce que sinon tu l'aurais fait une fois pour tester et puis après tu aurais arrêté. Clairement. Donc le fait que tu continues chaque année, ça montre bien que ça doit t'apporter beaucoup à cet égard. Puisqu'on parle justement de cette vie un petit peu active, on peut arriver peut-être à cette notion de défi. Tu parlais de ton premier marathon que tu as fait sans t'entraîner, simplement en travaillant sur ta respiration. C'est déjà super de l'avoir fini, tu vois, peu importe le temps, c'est quand même une sacrée distance, surtout quand on n'a pas l'habitude de courir. Je m'interroge quand même, parce que je me dis, ok, je veux bien que la respiration puisse servir à des choses, etc., mais tu peux pas entraîner tes tendons, tu peux pas entraîner tes muscles, tu peux peut-être entraîner un petit peu ton endurance et ton système cardio-respiratoire, mais toute la partie beaucoup plus musculo-squelettique, elle est complètement laissée pour compte. Donc, comment est-ce que tu as fait pour pas te blesser déjà ? Alors ça, c'était mon premier marathon, donc l'année dernière. Cette année, j'ai travaillé différemment. Ouais, je sais bien. Et je veux bien souligner que c'était pas parce que je pense que l'entraînement est inutile. Au contraire, c'était un défi que je m'étais donné c'était une action militante pour montrer l'intérêt de la respiration. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Comme ça, je clarifie par rapport au premier défi. Et oui, la respiration peut énormément aider à tout ce qui est économie de course, au VO2 max, mais aussi à la capacité anaérobique et à la capacité de garder une tolérance à tout ce qui est conditions dégradées d'acidité et de lactate. Donc, tu peux expliquer un petit peu, justement, d'un point de vue, en essayant peut-être de commencer par une vue d'ensemble relativement simple et compréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas des notions de biochimie particulièrement développées, et en allant de plus en plus en profondeur pour que on puisse comprendre les mécanismes en jeu, parce que c'est quand même quelque chose, enfin pour moi, je trouve que tes deux défis, et d'ailleurs ça va être un petit peu le fil de cette nouvelle discussion, montrent et démontrent une capacité différente de travailler les capacités d'adaptation du corps par la respiration. Et donc, il y a vraiment des adaptations d'un point de vue biochimique derrière tout ça, derrière cette pratique. Et d'ailleurs, enfin, je vais le dire tout de suite, mais ton deuxième marathon, tu l'as couru en 3 heures. Tu t'es préparé pendant 2 mois, donc c'est hyper faible. T'as pas du tout un passé de coureur ni rien. Réussir à faire 3 heures au marathon en 2 mois d'entraînement en courant un petit peu comme ça dans la semaine, voilà, ça montre et ça démontre la puissance de ce travail respiratoire, des routines que tu as pu mettre en place. Mais voilà, mais j'aimerais comprendre un peu mieux d'un point de vue physiologique, comment est-ce qu'elles peuvent induire ces modifications ? Oui. Alors, effectivement, depuis que j'ai travaillé avec la respiration, j'ai vu des changements à moi. Et j'ai voulu un peu les montrer et les quantifier avec des défis. Et je me suis donné 4 défis au total. 2, c'était autour du marathon. 1, c'était autour de l'altitude et de la montagne. Et 1, c'était autour de la plongée en profondeur, en apnée. Et alors, la respiration permet, par rapport à la course, par exemple, parlant du marathon, d'aller mieux oxygéner les tissus qui travaillent. Et donc, c'est une question de rester dans un effort aérobique. Donc, oxygéner, c'est la façon la meilleure pour les cellules de produire de l'énergie et en ayant moins de déchets, entre guillemets. Mais il y aura toujours des déchets. Et donc, les côtés aérobiques demandent une oxygénation tout au long d'une activité longue comme un marathon, dans des conditions qui se dégradent progressivement. Et donc, on a besoin de pouvoir maintenir un bon niveau d'énergie, un bon niveau de respiration tout le long d'un défi, des courses, tout le long de la course.
Donc ça, c'est tout ce qui peut être un lien avec l'économie des courses et les VO2 max, qui bien sûr est un lien à l'entraînement aussi musculaire, que je ne dis pas que c'est pas important, mais dans mon défi, je l'avais pas. Ou alors c'était vraiment marginal, parce que ça veut pas dire que j'ai jamais couru de ma vie, mais j'ai fait des courses de 4 km ou 5 km. On ne peut pas l'appeler un entraînement marathon. De temps en temps, courir 5 km, c'est pas un entraînement marathon. Mais je sais courir, quoi. J'ai pas appris à courir non plus le jour J. Mais quand je dis j'ai appris à courir, j'avais pas la bonne technique, hein. C'est pas, attention, hein. Je suis pas un coureur. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien que je ne me suis pas entraîné au marathon en courant mal, parce que je me serais blessé plus. Donc voilà, revenons à la respiration. Toute la partie économie des courses et VO2 max, effort aérobique. Et après, j'ai beaucoup travaillé aussi muscles de la respiration, parce que ça aussi, ça travaille sur 42 km et 200. On en fait des respirations, hein. Donc il faut avoir des muscles à la respiration qui ne se fatiguent pas, autre mesure. Un peu, ils vont se fatiguer. Il faut être capable de toujours préserver la perfusion ventilatoire, c'est-à-dire la capacité d'absorber l'oxygène au niveau de son sang, au niveau des alvéoles. Donc il faut bien respirer par les nez, parce que si on respire par la bouche, on peut avoir de l'inflammation des bronches, on peut avoir des difficultés ensuite avec de la bronchoconstriction, un petit peu d'inflammation. Donc on perd en capacité d'oxygénation. Donc, il faut être capable d'avoir les nez toujours ouverts, toujours fonctionnels, un diaphragme qui fonctionne, des côtes qui travaillent, des poumons élastiques. Donc, tout ça, ça s'entraîne aussi, ça se préserve, ça se met en place. Et puis, il y a tous les côtés anaérobie. Parce qu'à un certain moment, même si on va à des intensités basses, par la dégradation de l'équilibre acide-basique au niveau du sang, mais aussi au niveau musculaire, il y aura une accumulation de lactate, il y aura quelque chose qui devient de plus en plus acide. Il y aura la fatigue musculaire qui rentre en jeu et il y aura un effort qui devient petit à petit anaérobique, même si on est à des intensités relativement modérées. Et donc, tout cet état-là, généralement, on l'entraîne avec l'entraînement physique. C'est qu'on apprend au corps à y aller pour qu'il s'adapte, pour mieux le tolérer. Et moi, je l'ai simulé avec des exercices qu'on appelle justement des exercices hypercapniques hypoxiques intermittents ou aussi simulation d'entraînement en altitude, où on va travailler sous l'effet tampon du sang et du muscle squelettique, du muscle qui travaille, par des apnées intermittentes et d'autres exercices qu'on peut faire en marchant, en statique, etc. Et donc, tout mon premier défi, c'était aller travailler sous l'efficacité respiratoire au max que je pouvais, en statique ou en marchant. Et des fois, quand j'ai fait ces 4 ou 5 km de course, je les faisais en courant aussi, pour aller simuler la fin de mon marathon, le plus possible. Mais d'un point de vue respiratoire, cardio et un petit peu musculaire. Mais j'ai pas pu faire ça sur tout ce qui est structural. Je savais que la grosse difficulté, ça aurait été encaisser ces 42 km de sang au niveau du choc mécanique. Et donc, comment j'ai travaillé cela? C'était de les travailler par la mobilité, pour avoir une structure physique capable d'encaisser un choc les mieux par rapport aux structures physiologiques. La posture de la colonne, la posture de la tête, les hanches, les bassins, les genoux, tout ça. Essayer de l'avoir le plus en place possible. Et l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est-à-dire les sommeils, l'alimentation, pour avoir un corps qu'il soit prêt à encaisser quelque chose pour lequel il n'est pas prêt. Ça, c'était mon premier défi. Et après, mentalement, je me suis dit, ces défis, je me donne pas d'objectifs de temps. Parce que j'ai aucune idée. J'ai jamais couru plus que 12-15 km dans ma vie, donc j'en sais rien, en fait. Combien de temps ça va prendre. Et aussi, si je sens que je vais me blesser, je vais m'arrêter. C'est pas la peine, ok? Je dis, peut-être c'est une connerie, c'est ce que je suis en train de faire. Tu veux pas contracter de dette avec toi-même. Voilà. Et donc, ma posture pendant les marathons, les premiers de 2023, c'était, je les cours en respirant par les nez avec un scotch sous la bouche. Je me soucie pas du temps. Je me mets dans une émotion élevée tout le long de mon marathon. Et j'observe ma respiration tout le long comme un ancrage. Et si à un certain moment ça va pas, je m'arrête. Et effectivement, les derniers, 10 km du marathon de l'année dernière étaient très difficiles au niveau des douleurs. Parce que mes structures n'étaient pas du tout adaptées à courir et je n'avais pas des techniques, des courses. Enfin, je courais très mal, en plus. Ce qui impactait énormément mes genoux. Donc voilà, je suis pas les seuls par rapport aux coureurs. Mais je ne savais même pas. Donc effectivement, c'était un marathon qui était très orienté, être concentré sur mon souffle
et me mettre dans une émotion positive pour ne pas ressentir la douleur aux jambes que j'ai eu. Voilà. Et après les marathons, ce qui était marrant, donc je l'ai fait en 3h45 l'année dernière, et ben je n'avais pas des problèmes musculaires parce que l'intensité est relativement modérée, ma respiration était très bonne et mon hygiène de vie m'a préparé très bien. Mais par contre, au niveau des tendons, des ligaments et des structures au niveau des genoux, etc., j'avais très mal pendant une bonne dizaine de jours, même 2 semaines. Okay. Et après, j'ai mis en place tout ce que j'ai pu par rapport à la récupération, les froids, l'alternance avec les chauds, la respiration, les étirements, les rouleaux, voilà, tout ce que j'ai pu. Mais effectivement, l'année dernière, ça m'a pris un peu de temps parce que les structures n'étaient pas mécaniquement préparées. Ça montre qu'une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Exactement. Donc au final, t'as pu simuler une partie des adaptations physiologiques liées à l'entraînement, mais seulement une partie. Et donc, en l'occurrence, toutes les structures biomécaniques, etc., c'était compliqué. Voilà. Et sur les 10 derniers kilomètres, tu disais que c'était très difficile. J'avais mal. Donc, t'avais mal, mais donc, c'était pas une douleur musculaire, c'était plutôt une douleur au niveau des articulations, Articulation, etc. Ouais. genoux. Et musculaire, aucun problème parce que j'ai été un effort aérobique tout le long et j'ai même pas eu un minimum de courbatures. Mais même pas un minimum de courbatures. Cette année, en courant mon marathon avec une allure beaucoup plus intense, j'ai eu un peu de courbatures pendant 2 jours. Donc, je sais qu'est-ce qui sont les courbatures, hein. Bon, un petit peu. Mais l'année dernière, 0. Parce que c'était quand même en intensité plus modérée. Et j'avais travaillé beaucoup plus la respiration. Donc, j'avais une respiration qui a été relativement meilleure l'année dernière que par rapport à cette année. Parce que j'avais quand même passé beaucoup de temps. Voilà. Oui, et puis peut-être que cette année, en étant sur un rythme aussi beaucoup plus rapide, parce que pour réussir à faire un marathon en 3 heures, t'es forcément obligé de courir beaucoup plus vite. Oui. Donc, d'un point de vue respiratoire, naturellement, il y a une demande d'oxygène, etc., qui est plus importante et qui peut-être modifie toute cette mécanique respiratoire. Et tu parlais de la mobilité pour essayer de mieux absorber les chocs. Moi, je vois que lorsque je commence à courir, tout va bien, j'ai une bonne posture, etc. Et puis plus je vais courir, plus la fatigue va s'accumuler, plus je vais avoir tendance à devenir une tortue, tu vois, un peu plus courbé, un petit peu plus crapahuté, un peu plus comme ça, quoi. Est-ce que tu penses que ce travail de mobilité permet de pallier à ce type de problématique ou pas spécialement? Alors, la mobilité en elle-même, pas toute seule. Il faut aussi travailler les muscles posturaux et tout ce qui est annexe au mouvement de la course. Et cette année, je l'ai fait. Mais l'année dernière, j'en faisais beaucoup aussi, tout simplement parce que c'était, moi, les jambes, j'ai jamais couru de ma vie. Donc, j'avais aussi des dissymétries, des asymétries, si tu veux. J'avais des tensions. Et donc, voilà, si en plus, je m'entraîne pas, en plus, je suis tendu et crispé, ça va pas les faire. Donc, et puis ça me faisait du bien. Je suis aussi instructeur de yoga, tout ce qui est étirement, etc. Ça me faisait du bien. J'ai kiffé en fait à les faire. Et cette année, j'ai toujours fait ça, mais de façon beaucoup plus ciblée et beaucoup moins de temps. Voilà. Si l'année dernière, j'ai passé une demi-heure tous les jours, cette année, j'ai passé entre 5 à 10 minutes. Voilà. En fait, tu vois, c'est intéressant aussi, tu le disais tout à l'heure, mais on a tendance à chercher la linéarité, c'est-à-dire chercher des outils et puis se dire ça c'est le bon outil puis je le garde tout le temps. Alors qu'en réalité, tout ça est contextuel. Notre vie, elle est constamment en mouvement. Et là, je parle pas que de la respiration, pas que d'un défi marathon, etc., mais de la façon dont on appréhende les choses de façon générale. Et donc, moi, tu vois, j'ai un tas de routines dans mes journées. Mes journées sont très organisées et j'utilise un tas d'outils. Mais en fait, tout ça est polymorphe et dépend de mon contexte, de ce que je dois faire, de l'endroit où je suis, de mes objectifs, de mes défis, de mon boulot, de ma vie de famille, etc., tu vois. Donc, tout ça évolue, en fait. Et on a tendance et c'est pareil dans l'entraînement. Peut-être je disais tout à l'heure qu'une chaîne n'était jamais plus forte que son maillon le plus faible. Mais peut-être qu'à un moment, ton maillon faible, c'est la respiration. Peut-être qu'un autre, c'est la mobilité. Peut-être qu'un autre, c'est la force. Peut-être qu'un autre, c'est la biomécanique de course. Et ça peut être intéressant parfois de mettre le focus que sur un pour dédier suffisamment de temps et d'énergie au fait de build-up. Parce que si tu le fais comme ça à la marge, probablement que tu n'arriveras jamais à passer ce goulot d'étranglement qui te limite actuellement. Et puis après passer à autre chose, tu vois, et sans te dire, je suis obligé de passer 6 heures à faire de la mobilité toutes les semaines, toute ma vie. Peut-être que ça peut être le cas pendant 2 semaines, 3 semaines, le temps de passer une imitation, et puis après 5 minutes par jour, ça suffit à l'entretenir, quoi. Oui, totalement. Et pour revenir à ça, moi, je suis quand même persuadé qu'une bonne partie des coureurs aujourd'hui, les maillons les plus faibles, c'est leur respiration. Parce qu'ils travaillent beaucoup leur entraînement des courses, ils travaillent. En fait,
les notions de qu'est-ce qui est courir par rapport à l'entraînement, aux exercices préparatoires, même à l'alimentation, l'hydratation. Je pense que ça a bien passé, mais la respiration, c'est très peu soigné. Et comme aujourd'hui, on est dans une société où la plupart des gens respirent mal, et ben en fait, on se retrouve avec probablement une respiration qui n'est pas optimale. Pour la plupart des coureurs. Après, il y a certains qui non. Mais je sais très bien que ça pourrait vraiment changer drastiquement les conditions des courses de beaucoup de gens. Et quand j'ai fait les marathons il y a 2 semaines à peu près, et il y avait un homme sur la cinquantaine qui arrivait juste avant moi, et il m'a dit ça fait tellement de temps que je m'entraîne pour gagner des minutes, et là je suis content parce que j'ai gagné 1 ou 2 minutes, et ça fait 30 ans que je cours et tout. Et je lui dis est-ce que tu travailles ta respiration? Je dis non. Je dis moi je suis sûr que si tu fais un travail respiratoire, tu vas pas gagner 1 minute ou 2, tu vas en gagner peut-être 5, et pour toi c'est énorme parce que ça fait 30 ans que tu essaies de gagner 1 minute en faisant toujours les mêmes choses. Et il m'a dit ah ouais, j'y avais pas pensé, je savais pas que ça pouvait m'aider. Et si cet homme-là il va aller faire ses travails, même juste une partie de ce que moi j'ai fait, il va trop être content parce qu'il va se dire non seulement je me sens mieux, je récupérerai mieux, et je vais prendre encore plus de plaisir à faire ces sports que j'aime, mais il va aussi voir que son corps fonctionne mieux. Et dans un sport d'endurance, c'est sûr que la respiration ne peut pas être négligée. Il doit être au moins au même niveau que l'entraînement physique. C'est pas plus important ou moins important, c'est qu'ils sont ensemble. On ne peut pas aller courir sans respirer. Toi, tu as essayé de courir en apnée, je pense. Moi j'ai essayé. Oui, tout de ça suite, dure 30 secondes. Ouais. Donc on ne peut pas penser d'aller juste courir sans penser à respirer. Donc l'effet qu'on fait une sensation très bizarre dans les jambes d'ailleurs, on a l'impression de perdre des jambes quoi. Voilà, donc ça c'est l'extrême, on respire pas du tout. Mais respirer mal, c'est une nuance de cela. Donc comment on peut oublier de penser ça? Et voilà, et quand je vous dis savoir respirer, je vous dis pas juste être conscient de comment on respire. Ça, c'est très bien, mais ça va pas faire l'affaire. Hein. Si on ne sait pas respirer, on est juste conscient de comment on respire, ça va pas du tout faire l'affaire. Donc, il s'agit de faire des exercices, des rééducations respiratoires, d'entraînement respiratoire qui sont aussi ciblés et spécifiques. Parce que sinon, effectivement, il peut y passer 3 heures tous les jours à essayer de faire des exercices de respi, mais on n'a pas le temps, on ne veut pas les faire. Donc là, l'idée, c'est comment j'utilise des exercices qui me prennent 10-15 minutes de temps, et en plus, je fais des choses en même temps qu'autre chose pour avancer dans ces sens. Et c'est ça l'intérêt de mon deuxième défi. Parce que mon deuxième défi, c'était courir le marathon en 3 heures, toujours avec les scotch sous la bouche, en respiration nasale, mais en m'entraînant à la course. Et c'est ce qui dit entraîner à la course, ça veut dire ça prend du temps. Attends, je me permets juste une parenthèse. Parce que, donc, courir un marathon en 3 heures, c'est-à-dire 3/4 d'heure de moins que ton premier marathon. Et tu dis cette fois-ci en m'entraînant à la course. Sauf que quelqu'un qui veut gagner 3/4 d'heure sur son marathon, déjà qui veut courir un marathon tout court, peut-être que son plan d'entraînement, ça va être 6 mois ou 1 an. Pour gagner 3/4 d'heure, en général, ça sera même beaucoup plus qu'1 an, ça sera peut-être des années. Mais juste pour courir un marathon, tu vois. Et donc toi, en réalité, tu t'es entraîné, certes, à la course pendant 2 mois. ça reste ridicule. C'est ridicule, et mon coach, il me disait, moi, je t'accompagne, mais je suis pas sûr de ce que tu fais, parce effectivement, il pensait que c'était très court. Mais j'aurais absolument pas pu le faire sans avoir une bonne respiration. C'est que tout ce que j'ai pu absorber en termes des charges, d'entraînement et des récupérations, c'est parce que je mettais vraiment la respiration ça m'a aidé énormément. C'était un outil énorme. Et j'ai toujours énormément de gratitude et de reconnaissance par rapport à ces travaux de respiration, parce que ça aurait été impossible. Surtout que dans les 2 mois où je me suis entraîné, j'ai 2 mois qui ont été très, très remplis. J'ai fait l'escalade du Mont-Rose, j'ai accompagné des groupes à faire des stages, j'ai voyagé moi-même, j'ai accompagné l'équipe olympique à Paris aux Jeux olympiques, j'ai voyagé dans tous les sens, j'ai très peu dormi. Donc c'est pas en recette pour les succès. Donc je suis arrivé au marathon que j'étais franchement pas dans les meilleures conditions de préparation et hygiène de vie, mais avec ces outils, ces exercices de respiration que j'ai mis en place, j'ai pu faire un volume d'entraînement très grand en 2 mois, pardon. Et c'est pas l'idéal, on est d'accord. Si j'aurais eu 6 mois, ça aurait été beaucoup mieux. J'aurais pu mieux faire. Mais j'ai dit au coach, écoute coach, j'ai 3 mois cet été. Les premiers mois, j'apprends à courir. J'ai mis en place la technique de course qu'il fallait. Et les 2 mois, tu me donnes un programme pour arriver à faire un marathon en 3 heures.
Et il m'a dit, c'est pas possible. Je lui dis, tu le fais quand même, et moi, je vais essayer de le faire. Et donc, il m'a donné effectivement des entraînements que au début, j'arrivais pas à faire, très clairement. Je m'arrêtais avant, je disais, écoute, je me suis arrêté parce que là, ça passait pas. Et après, à fur et à mesure, j'ai commencé à les faire. Et j'ai réussi à les faire, et c'était pas optimal. Par exemple, 2 semaines avant mon marathon, il m'a donné un entraînement des 38 km à mon temps de marathon. Et autant te dire que j'étais encore fatigué les jours du marathon de cet entraînement-là. Mais il m'a dit, mais si tu veux savoir qu'est-ce que tu veux, il faut que tu les fasses. Et donc, je l'ai fait. Et je l'ai couru à Megève, en altitude. Donc, effectivement, voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas optimales. Mais encore une fois, c'est un défi que je me donne pour montrer un message. Les messages, c'est la respiration est beaucoup plus importante de ce que vous pensez pour votre performance, votre récupération et dans le monde de la course. Et pourquoi le monde de la course? Parce que moi, j'étais gymnaste. Et j'étais Kung Fu Shaolin, j'ai fait du Kung Fu Shaolin, des arts martiaux. Je connaissais rien ces mondes. Et je me suis dit, je prends ces sports parce que c'est un sport accessible pour plein de personnes. Ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Et je veux passer un message. Si je prenais un sport que personne connaît, ça parlerait à personne. Et j'ai pris celui-là. Et ça m'a demandé beaucoup de changements aussi, parce que voilà, moi je viens du monde de la force, de l'explosivité, de la technique. Et là, je me suis dit, non, je me mets à la course, à l'endurance. J'ai dû changer beaucoup de choses. Mais ça me plaît énormément, et d'ailleurs mon prochain défi ça va continuer dans cette direction-là, de l'endurance poussée un peu à l'extrême avec des ultra trails, parce que là les marathons c'est beau mais c'est vraiment pas mon sport. De courir dans un rue pendant 42 km, c'est pour moi c'est vraiment un effort mental. Ouais, pour moi aussi. Et je veux passer aussi à la nature parce que c'est ce qui m'anime. Donc peut-être on en parlera du prochain défi qui voilà, je vais annoncer aujourd'hui, parce que je l'ai décidé ce week-end. Mais donc je sais plus là où on était, mais c'est pas optimal ce que moi j'ai fait par rapport à la plupart des gens. Il faut pas faire comme moi. Bien sûr. Mais moi je veux passer un message qui arrive aux gens qui aujourd'hui se disent, moi je m'entraîne pas à la respiration. Et je veux leur dire, faites-le parce que ça va vous faire du bien. Non seulement pour votre santé, parce que beaucoup, c'est des sportifs amateurs. Ils le font pour être bien, pour s'amuser, pour se sentir bien dans leur vie. Mais aussi par rapport à vos résultats. Vous allez vous sentir mieux en performant mieux. Et du coup, je ne vois pas pourquoi on ne les ferait pas. Surtout que ça demande très peu de temps. Et surtout, ça demande aussi à s'entraîner moins. Parce que moi, j'ai eu un volume d'entraînement inférieur à la plupart des gens. Donc, c'est parce que je faisais de la respiration à côté. Alors, c'est pas une solution miracle, et il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai décidé que je vais accompagner aussi les coureurs qui ont envie avec les exercices de respiration que moi j'ai fait pour leur faire gagner du temps. Parce que moi aussi, je suis arrivé à plusieurs années à ça. C'est pas qu'un jour je me suis réveillé, j'ai dit j'ai fait ça et ça, et puis c'est bon. J'ai aussi exploré, j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc j'ai envie de les faire. Mais je pense que ça ouvre toute une autre perspective. Et ce qui était très beau, c'est que pendant les marathons, il y a eu des personnes qui ont fait comme moi les semis. Ils ont mis un scotch sous la bouche et ils ont couru les semis juste par les nez. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un mouvement par rapport au monde du sport de santé, où on veut préserver la santé des coureurs par rapport à des risques cardiaques, par rapport au burn-out physique, par rapport au risque des surentraînements ou des blessures, où il y a beaucoup de gens qui se font du mal en courant. Et c'est pas que la technique, c'est pas que les volumes de la course, c'est aussi comment on respire en courant. Et ça, c'est un message qui ne passe pas assez aujourd'hui. Et voilà, moi, dans mon petit cercle des gens qui s'intéressent à tout ça, et toi tu t'intéresses, j'en parle avec enthousiasme, parce que ces messages doivent arriver. Et donc voilà, tous les défis qui seront par la suite autour de la respiration, je vais en parler. Je vais revenir sur l'aspect respiration, mais d'abord, tu as évoqué le fait que le premier mois, sur ces 3 mois, tu n'avais que 3 mois à disposition et tu as consacré 1 mois à apprendre la technique de course. Ça me surprend parce que on pourrait penser que la technique, elle est naturelle. On est né pour courir. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour améliorer justement cette économie de course? Ça ressemble à quoi travailler cette technique de course? Alors, pour moi, c'était nécessaire parce que je ne savais absolument pas courir. J'avais une course qui était non élastique, j'avais pas la bonne cadence, je savais même pas choisir les bonnes chaussures, je savais pas comment positionner mes mains, mes bras, ma tête, je savais rien en fait. Et j'ai fait une analyse de ma course par un gars qui en Italie, qui a créé une technique, une école des courses au naturel, en s'inspirant de la course avec des chaussures minimalistes, des peuples premiers qui courent beaucoup, de la respiration aussi par les nez, de l'élasticité du corps humain, de l'anatomie du corps, des 3 moyens de locomotion du corps humain, la marche, la course et les sprints.
Et il a étudié tout ça et moi, j'ai beaucoup apprécié sa forme de faire. Et donc, je lui dis, écoute, donne-moi des exercices pour apprendre à courir. Il m'a donné des exercices pour effectivement apprendre l'élasticité, comment poser mon pied, comment tenir ma tête, ma colonne, sentir ses rythmes, ses tempos, en faisant tout un tas de petits exercices. Et voilà, c'était pas gagné, hein, parce que je partais de loin. Donc, j'ai mis en place ça. Il a analysé ma course et m'a dit, maintenant, ça va. Et maintenant, tu peux courir. Donc, en un mois, c'est possible d'apprendre et de modifier ta technique de course de telle sorte à être beaucoup plus économique, quoi. Elle s'appelle comment, la méthode? Correre al naturale, parce que c'est en Italie. Donc, courir au naturel. Et c'est un ami. Moi, je l'ai accompagné avec la respiration et le froid. Et lui, il m'a accompagné avec la technique des courses. Et bon, c'est un gros mouvement, hein, en Italie. Hein. En France, je ne sais pas s'il y a des équivalents, je ne connais pas. Mais du coup, voilà, comme je suis aussi italien, je parle l'italien, je l'ai fait avec lui. Et alors, en un mois, oui et non, c'est possible. L'école des courses, je pense qu'elle est basée sur 8 semaines. Donc, c'est 2 mois. Moi, j'ai accéléré un peu les choses parce que j'étais un peu en retard par rapport à mon défi qui arrivait. Et je m'étais pris un peu tard, comme d'habitude. Et du coup, il m'a dit non, mais ça passe. Ta technique des courses est correcte. Maintenant, tu peux t'entraîner avec des volumes plus grands. Voilà, tu peux courir 15 km sans te blesser. Mais avant, pour moi, si j'allais courir 15 km, avec ma technique de course, je me serais blessé. Voilà. Et donc, tu as couru en chaussures minimalistes? Non, je vais pas ajouter ça au défi tout de suite. Faut pas non plus exagérer. Bon, et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu as partagé sur la respiration, il y a plein de choses qui sont intéressantes en réalité, mais c'est qu'on la voit plutôt comme une façon de potentialiser la performance. Et donc là, je voyais 2 façons de le faire. La première, c'est l'entraînement respiratoire qui, comme on l'a dit, améliore ta biomécanique, ta tolérance au CO2, etc., la perfusion de tes tissus. Donc ça, c'est la première voie d'amélioration de la performance. La seconde, c'est la technique de respiration pendant la course pour être plus économique, pour justement maintenir tout ça, etc. Mais tu as évoqué autre chose qui est la respiration pour récupérer. Et donc, à plusieurs moments, j'ai cru comprendre que la respiration t'avait permis d'encaisser un niveau, une quantité, un volume d'entraînement plus important, qui plus est dans un contexte de vie et d'hygiène de vie qui était complexe. Clairement. Alors ça, c'est probablement, enfin, tu vois, il y a cette phrase qui dit que en réalité, lorsqu'on s'entraîne, on se désadapte. Et c'est la récupération qui nous permet de s'adapter, de surcompenser et de devenir meilleur. Donc la récupération est absolument fondamentale. D'ailleurs, la récupération, c'est pas le fait de revenir à son état basal, c'est-à-dire l'état avant de s'entraîner, c'est au contraire passer à un état supérieur. Donc la récupération, c'est absolument fondamental, qu'on parle de course à pied ou de n'importe quel autre sport ou même de vie de façon générale. Donc si tu arrives à optimiser ça, eh bien potentiellement tout peut mieux fonctionner. Et donc plus tu es capable d'en faire, plus tu vas progresser, etc. aussi. Donc est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'utilisation de la respiration dans son caractère justement d'accélération de la récupération? Alors moi, j'ai utilisé la respiration pour tout, c'est que j'ai pu l'utiliser parce que c'était mon outil principal. Je l'ai utilisé pour m'entraîner, je l'ai utilisé pour courir, je l'ai utilisé pour rattraper du sommeil perdu, je l'ai utilisé pour mieux récupérer et récupérer plus vite, je l'ai utilisé pour mieux digérer ce que je mangeais après. Voilà, je l'ai utilisé dans tous les sens avec des façons de respirer, des techniques différentes. Mais c'est sûr qu'une fois que tu t'es effectivement pénalisé avec un bon entraînement, parce que là, t'es dans des conditions beaucoup moins bonnes qu'avant ton entraînement, t'es fatigué, t'es acide, t'es inflammé, voilà, tout ce que tu veux. Et si t'arrives à te mettre dans un état où ton corps va donner de l'énergie vers l'intérieur et qui se remet dans une façon de régénération, dans un mode de régénération plus vite, c'est un lien avec les systèmes nerveux autonomes, mais c'est un lien aussi avec l'oxygénation des tissus, les stress oxydatifs, l'inflammation, l'acidité, les toxines, les massages lymphatiques, les massages des organes internes. En fait, le corps, c'est une machine extrêmement complexe, il y a plein de choses qui comptent. Si tu arrives à optimiser ça, et moi, je peux pas dire que j'ai optimisé tout, mais j'ai essayé d'aider, oui, tu récupères plus vite. Et donc, l'entraînement qui était très dur, qui est peut-être... ça t'a pris 3 jours pour te remettre, ça te prend 2 jours ou 1 jour pour te remettre. Et donc, tu peux t'entraîner davantage. Ou alors, tu peux mieux récupérer. Ou alors, tu as mal dormi et finalement, tu peux quand même t'entraîner sans te blesser. Et donc, moi, j'ai utilisé tout le temps la respiration avant mon entraînement pour me préparer à l'entraînement, pendant l'entraînement pour bien vivre l'entraînement, et après l'entraînement pour revenir à un état de récupération-régénération plus rapidement possible. Et si je ne faisais pas ainsi, je l'ai payé cher, direct.
Il y a eu des moments, parce que j'étais en dette des sommeils. J'étais en train de voyager, d'accompagner des groupes. Je suis même allé en Grèce avec l'Académie internationale olympique pour les coachs olympiques après Paris. Les programmes commençaient à 7 heures du matin. On s'est couché à 1 heure du mat. Et moi, je devais m'entraîner. Je devais peut-être courir mes 15 kilomètres. Je me réveillais à 5 heures. Je allais courir, c'était encore nuit, sous les stades olympiques. Et oui, là, je n'avais pas pris 30 minutes pour respirer. Et je l'ai payé. Et les jours où je les prenais, ces 30 minutes de respirer, je voyais la différence. Donc, il y a eu dans tous ces parcours tout un tas de choses qui m'ont montré que c'était fondamental, essentiel pour moi de viser sur la respiration si je voulais réussir ces défis. Et peut-être, j'ai préféré des fois écourter un peu l'entraînement et de dire, écoute, ces 3-4 derniers kilomètres, je les fais pas parce que ça passe pas, mais je me fais une technique de respiration pendant 15 minutes ou 20 minutes parce que sinon, je vais pas continuer mon entraînement. Là, c'est trop, quoi. J'y arrive pas. Et donc, il y a eu toute une notion de pouvoir aussi s'écouter et adapter certaines choses. Et mon coach m'a aidé en ça. Parce qu'il m'a dit, écoute, c'est ce que je te donne à faire, adapte. Parce que si tu n'y arrives pas, je comprends. Il faut pas que tu te blesses. Et d'ailleurs, le jour J, il m'a dit, écoute, je sais pas si tu peux vraiment les faire dans les temps que tu t'imposes de les faire. Donc, écoute-toi. Et peut-être pars plus lentement et puis peut-être accélère vers la fin. Je l'ai pas fait, je suis parti plus vite et j'ai décéléré vers la fin parce que j'étais trop enthousiaste. Mais cette notion de pouvoir aussi adapter, s'écouter dans un programme d'entraînement sur tous les sens, c'est important. Que ce soit la respiration, que ce soit la course, que ce soit l'alimentation, que ce soit les sommeils. Et toi, tout laisser par rapport à tes défis. Donc moi, je l'ai fait dans un temps un peu court où je découvrais plein de choses en même temps. Donc c'est pas du tout optimal. Je conseille pas aux gens de faire ça en 3 mois comme moi. Mais moi, je l'ai fait. Effectivement, la respiration, à des moments, c'était essentiel et crucial. Et je me dis, OK, là, en 5 minutes, il faut que je fasse une contraction de la rate pour augmenter ma capacité d'oxygénation pour mon entraînement. Là, à la fin, il faut que j'oxygène mes tissus. J'ai réduit l'acidité et je me mets dans un mode récupération au niveau du système nerveux après en 5 minutes. Et pendant, je suis totalement présent à comment je respire pour éviter de me surcharger plus que nécessaire et à des moments précis, me mettre vraiment un tarif en courant en apnée, en faisant des choses très dures, mais jamais trop. Parce que quand j'exagérais, en fait, c'était trop. Et donc, je ne pouvais pas accumuler des entraînements, des courses intenses, plus des entraînements, des respirations intenses en même temps. Et cette erreur, je l'ai fait aussi. Et donc, après, le lendemain, obligé de dire au coach, aujourd'hui, je ne me suis pas entraîné. Parce qu'en fait, c'était trop, ça passait pas. Mais heureusement que je l'ai fait, sinon peut-être je me serais blessé. Okay. Donc la respiration, je l'ai utilisée avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement et à part des moments dédiés à ça. Des techniques d'augmentation de mon efficacité respiratoire sous la partie biochimique, sous la partie biomécanique notamment. Et ces piliers énergétiques-là, qui peut sembler un peu farfelu et abstrait, avec une intention claire de me recharger les batteries, je l'ai beaucoup utilisé. Beaucoup utilisé quand j'étais fatigué. Il y a un point intéressant dans ce que tu partages, c'est la notion d'investissement. C'est-à-dire que parfois, tu peux dire, j'ai pas forcément le temps, tu vois, de consacrer 15 minutes à faire de la respiration, etc. Et moi, je peux avoir cette, tu vois, par exemple, tu parlais du manque de sommeil. Normalement, moi, je fais en sorte d'avoir des routines, etc., qui préservent la qualité de mon sommeil parce que je sais qu'elle est absolument fondamentale à la capacité d'expression de mon plein potentiel et à pouvoir exprimer l'homme que j'ai décidé d'être. Donc c'est vraiment un focus pour moi prioritaire. Je me couche à la même heure tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mais pour autant, parfois, justement parce que j'ai une nouvelle idée, parce que mon contexte social fait que, etc., je peux avoir un sommeil dégradé, de moins bonne qualité. Et donc je me réveille un petit peu plus fatigué qu'à l'accoutumée. Et souvent, je me réveille peut-être un peu plus tard qu'à l'accoutumée. Donc je suis déjà peut-être en retard sur mon programme de ma journée. Et donc là, mon réflexe naturel, ça sera pas de prendre 15 minutes pour respirer. Parce que justement, je me suis déjà réveillé 3/4 d'heure plus tard que ce que je voulais. Et pourtant, je m'aperçois que si je commence directement à rentrer dans mes tâches, je vais être sous-efficace. Ça va être sous-optimal. Je vais pas être pleinement concentré. Je vais pas avoir, on parlait de pratique intentionnelle, je vais pas avoir une capacité d'attention suffisante à l'expression de mon intelligence. Et or, il y a une respiration que je trouve magique vis-à-vis de ça, c'est la respiration Wim Hof. Passer 12 à 15 minutes, faire 3 cycles de 30 en gros, de respiration Wim Hof, pour moi c'est un game changer et ça me permet de
d'augmenter mon énergie et de me faire tenir en gros en pleine capacité. Donc tu vois, vraiment chasser tout ce brouillard mental, etc., me sentir en pleine capacité jusqu'à midi. À midi, je mange et après le repas du midi, je fais un petit yoga nidra / une petite sieste qui va me recharger mes voies dopaminergiques pour l'après-midi. Et donc au final, je vais passer une journée entière en étant au maximum de mes capacités malgré le fait que j'ai mal dormi. Et ça, c'est vraiment possible que par ces 15 minutes d'investissement de ma respiration IMOF. C'est-à-dire que si j'avais pas consenti à cet investissement, en réalité, j'aurais payé tout le reste de la journée. Et donc pour hacker mon cerveau et peut-être ma fainéantise, justement, parce que ces matins-là, c'est justement les matins où t'as le moins envie de le faire, quoi. Eh bien, je sais que si j'ai une sorte de matrice dans ma tête, si je me réveille avec un niveau d'énergie en dessous de 7 sur 10, pour moi 7 sur 10 c'est un niveau d'énergie bas parce que j'ai l'habitude d'être tout le temps au max, eh bien, il n'y a pas de discussion possible ni de négociation. Je fais un quart d'heure de respiration IMOF, tu vois. Et c'est un réel investissement. Donc voilà, je voulais partager ça. Tu parlais et tu mentionnais mes défis. Dans un mois, je pars traverser le désert de Namibie. Ça fait 255 km. Température moyenne à 42 degrés. Donc ça monte à 50. Et parfois, c'est un petit peu plus bas. Je pense que le matin, quand je partirai, il y aura peut-être que 30 degrés. Et donc, c'est des étapes qui font entre 40 et 50 km dans le désert. En portant un sac qui va faire 10 à 12 kilos parce que je suis en autonomie alimentaire, que je dois porter mon sac de couchage, voilà. Et donc sur 5 jours. Donc tous les jours, j'ai à peu près 50 km à faire. Il y a une étape qui est longue, qui fait 90 km. Et sinon les autres, elles font à peu près 50 km. Dans ce contexte qui est très spécifique, est-ce que tu peux, donc, bien évidemment, tout ton savoir ne saurait se limiter à ce que tu peux me partager ici. Et on a bien compris tous les avantages que peuvent revêtir la respiration. Et ceux qui ont envie de pousser, eh bien, potentiellement, ton deuxième livre donne déjà plein de routines qui peuvent être utilisées à ces différents moments, c'est-à-dire en tant qu'entraînement respiratoire à part entière, avant l'entraînement pour potentialiser l'entraînement, pendant l'entraînement pour améliorer ta respiration et après l'entraînement pour récupérer. Mais dans mon contexte spécifique, est-ce que tu aurais des conseils et notamment peut-être une technique qui prendrait 5 minutes que je pourrais faire le matin en sachant que j'aurais pas énormément de temps, je serais quand même fatigué, etc. Il y a la chaleur, voilà. Donc une technique que je pourrais faire 5 minutes le matin en me réveillant par exemple pour potentialiser mon énergie et réveiller tous ces muscles respiratoires, inspiratoires, expiratoires. Quelle respiration tu me conseilles pendant la course en sachant que évidemment ça sera un rythme lent induit par la distance, plus par le fait que je cours dans le sable, plus par les 12 kilos que je porte sur le dos. Et enfin, et ça je pense que c'est la plus stratégique, peut-être, là j'aurais peut-être un peu plus de temps, quelque chose qui pourrait durer peut-être 10 minutes, qui pourrait diminuer tout ce stress oxydatif, toute cette acidité que j'ai accumulée dans mon corps pour accélérer la récupération et faire en sorte que le lendemain, je puisse repartir. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que si je donne tout le premier jour, et que le lendemain je suis mort, ben je pars pas quoi. Et donc j'ai fait un premier échauffement là en Écosse sur une course comme ça par étapes et je me suis aperçu que la durabilité justement était un facteur clé dans la performance, dans la réussite de ce type de défi et que ce qui limitait les gens au fur et à mesure du temps, ben, c'était les douleurs, les blessures, les courbatures, la fatigue, etc. Tu vois. Donc ce qu'ils étaient capables d'exprimer comme qualité athlétique le premier jour était complètement différent de ce qui restait le troisième jour. Ouais, clairement. Alors la question n'est pas facile. Là, tu me demandes tout de suite. Mais je vais réfléchir avec toi. Effectivement, je pense pour toi, il y a un côté de trouver l'intensité moyenne maximale que tu peux exprimer sur 5 jours. Parce qu'effectivement, c'est pas linéaire. Donc, si tu montes trop au début, puis tu vas descendre beaucoup plus bas après, et cette intensité moyenne, ça sera plus basse. Donc, il va falloir trouver pour toi ces bons niveaux. Et pour moi, il faut vraiment avoir des outils de pilotage interne sur lesquels il faut que tu te réfères. Et ces outils de pilotage interne à sensation, il faut que tu te bases sur ton effort respiratoire, ton rythme cardiaque et ta perception de l'effort. Et si tu vas tout le temps utiliser dans ton tableau de bord ces 3 valeurs-là, tu vas être capable de courir en façon régénérante. Alors, je pense que tu as aussi des notions d'un jeu de temps, peut-être. Tu veux aussi avoir un certain temps. Donc, il va falloir voir entre ton objectif de temps et combien tu veux utiliser ton énergie. Mais je sais très bien que dans la course, si on veille à ces 3 paramètres, on peut faire des très longues distances en c'est régénérant. Donc, c'est intéressant à garder en tête pour toi. Comment je respire, quel est mon rythme cardiaque, comment je perçois l'effort. Et toujours en tête. Et puis, tu peux décider, OK, je vais un peu dans les rouges ou pas.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les matins, de prendre 5 à 10 minutes, je pense, c'est vraiment utile. Et je sais pas comment ça se structure sur place, donc c'est à toi de voir si tu peux ou tu peux pas. Mais de bien activer ta chaîne respiratoire en souplesse pour que tu pars pas rigide, que tu gaspilles pas d'efforts à essayer de respirer sur un mouvement qui est pas lubrifié. Donc il va falloir que ta cage thoracique soit souple et ton diaphragme et tes côtes bougent bien déjà au départ de ta course. Comme tu ferais un échauffement des jambes, il faut que tu fasses un échauffement de tes muscles respiratoires. Et d'ailleurs, tout ce que je t'ai dit pour les jours J, ou tes 5 jours J, ça serait bien que tu les travailles en amont quand même. D'ici là, tu as un mois pour que tu comprennes les exercices exacts que tu vas faire, les moments où tu vas les faire, sans improviser. Ça va te faire gagner beaucoup d'efforts mentaux, beaucoup de temps. Donc, il y a ça. Et à mon sens, il y a aussi l'effet de faire quelques respirations quand même amples, profondes, pour vider les poumons de l'air vicié de la nuit qu'on pourrait avoir au fond des alvéoles pour qu'il y ait un bon réchange et que tu pars avec une oxygénation qui est bonne, mais aussi au niveau d'énergie, parce que tu es dans un cadre naturel où l'air que tu respires est quand même chargé en énergie. Et cette prise de conscience-là, ça va beaucoup t'aider. Faut pas penser qu'on est que de l'oxygène de CO2, mais il y a aussi une notion énergétique dans tout ça. Et c'est plus difficile à exprimer avec des termes scientifiques, mais voilà. Ce qu'on appelle la ionisation de l'oxygène, ou pas, ou les spins de la molécule. Mais il faut que tu sois conscient de ça quand tu respires, je pense. Quand tu respires pendant la course, moi, j'ouvrirai par la bouche. Donc, respiration nasale pour préserver ton humidité et ton eau. Tu sais très bien que c'est difficile de s'hydrater parce que l'eau qu'on absorbe, elle va pas directement à la cellule. Et l'eau qu'on perd, c'est l'eau de la cellule. Et on sait très bien que si on perd une hydratation, c'est beaucoup plus compliqué d'être performant. Et aussi par rapport au maintien de la température du corps. Donc, moi, je ferai qu'il y ait des respirations par les nez. Et je m'autoriserai pas à aller dans les rouges où il faut ouvrir la bouche. Ça, mais après, voilà, j'en sais rien par rapport à ta course. Et puis, après ta course, directement après, tout de suite après, je me ferai une routine pour ralentir les rythmes cardiaques, faire des respirations lentes, mettre les systèmes nerveux parasympathiques en action, activer les nerfs vagues, éliminer de l'acidité et peut-être baisser un peu ton taux inflammatoire, surtout que tu cours dans très chaud. Mais toujours en respiration par les nez, peut-être quelques expirations par la bouche à ces moments-là si c'est nécessaire en fonction de comment tu sens ton acidité du corps et ton essoufflement. À la fin, tu peux t'hydrater, j'imagine. Donc voilà. Par rapport à ta course, quoi d'autre je dirais? En amont, si tu peux entraîner quand même ton économie de course et ton VO2 max, c'est pas mauvais. Donc pourquoi pas faire des exercices de respiration dans ce sens que tu as encore un mois et en 4 semaines on peut faire plein de choses. Si tu as envie et le temps de les faire, je peux te partager quelques exercices. Et puis comme c'est des courses quand même lentes à des intensités basses, je ne vois pas d'autres exercices que je ferai pendant la course si ce n'est que respirer par les nez de façon profonde et lente et rythmique. Et donc de garder un ancrage sur ta respiration à tout moment. Même de compter tes pas en fait, parce qu'en courant c'est relativement simple. Mais pas en t'imposant un rythme des pas, mais en utilisant les bons rythmes des pas sur ta respiration en fonction du terrain qui monte, qui descend, de combien les sables va tenir, etc. Donc il ne faut pas que tu t'imposes, ok, 5 pas j'inspire, 5 pas j'expire, mais il faut que tu te dises, là, combien de pas je peux inspirer, combien de pas je peux expirer, et je les fais le plus long possible, mais sans m'essouffler. Parce qu'il ne faut pas non plus aller hyper capnique pendant ta course, parce que tu es déjà hyper capnique par rapport au mouvement, et il ne faut pas ajouter de l'acidité à l'acidité. Donc il faut quand même que ta respiration reste fonctionnelle. Donc conscience de ta respiration, conscience de ton rythme cardiaque, conscience de ton rythme d'effort pendant la course pour que ta respiration soit le moteur de ton mouvement. C'est ça que je ferai pendant toute la course. Voilà, comme ça à chaud, je dirais ça. Tu pourras m'envoyer une petite posologie avec le nom des techniques que tu me recommandes qui sont du coup dans ton livre et puis peut-être que je pourrais faire un petit feedback après de la façon dont j'ai utilisé tout ça, à la fois dans le mois là qui me reste de préparation et puis pendant la course et même peut-être après d'ailleurs dans la semaine suivante parce que malgré tout c'est pas anodin pour le corps, donc il va y avoir une phase de récupération à plusieurs niveaux, même d'un point de vue calorique, tu vois, je vais pas pouvoir porter suffisamment de calories que ce que je vais dépenser, donc je vais probablement perdre du poids, etc. Donc il y a tous des enjeux là-dessus aussi, donc et comme ça je pourrais faire un feedback dans ma newsletter, la newsletter Limitless, une fois par semaine je partage un petit peu mes pensées, les choses qui m'ont inspiré, des feedbacks sur des choses que j'ai testées,
Donc je pense que ça pourrait être assez chouette et puis faire un écho pratique à notre conversation. Et ça renvoie du coup à ton prochain défi. Alors est-ce que tu veux nous dévoiler quel est ce défi et puis ce que tu vas chercher de différent par rapport à ce que tu as déjà fait avec le marathon? Oui. Alors, je t'en avais parlé, on était au Festival Limitless ensemble, je me suis aussi un peu passionné des montagnes et d'altitude. J'amène des groupes au sommet du Mont Rose pour travailler sur la respiration et l'hypoxie et les mal des montagnes. Et je t'ai dit, ouais, j'aimerais beaucoup faire de l'altitude 6000 ou 7000 mètres. Je me suis rendu compte que c'est pas forcément très simple tout de suite de faire un défi comme ça. Donc, je me suis orienté sur la continuité des défis en lien avec la respiration, mais pas forcément l'altitude. Je vais continuer à faire les Monts Roses, c'est 4600 mètres avec, amener un groupe là-haut, c'est quand même un beau défi, donc je vais les faire, mais c'est un défi des groupes. Mais personnellement, je vais m'orienter sur un défi d'endurance et dans les trails, dans l'ultra trail, et je me suis dit que j'aimerais bien courir la Diagonale des Fous, les grands raids de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui est exactement dans un an. Donc là, ça me laisse un peu plus de temps. Alors, je sais très bien que pendant ma période hivernale, j'ai fait tellement de stages, je suis tellement en montagne sous la neige où c'est pas forcément très facile de m'entraîner à la course. Mais avec cet objectif-là en tête, je vais commencer à activer le levier pour pouvoir commencer à m'entraîner. J'ai pas d'objectif des temps pour ça. Et clairement, là, j'ai juste une envie de pouvoir faire ça. Et c'est des longues distances avec beaucoup de dénivelé. Il faut que j'étudie la chose. Mais c'est sûr que je les ferai en respiration nasale. Peut-être avec un scotch sous la bouche, encore une fois. Alors, je rappelle juste, les scotch sous la bouche, c'est pas pour m'aider à mieux respirer par les nez, hein. C'est juste pour montrer un message que je suis en train de respirer par les nez. Sinon, je préfère largement ne pas avoir de scotch sous la bouche. D'ailleurs, au marathon, c'était horrible, hein. Tous les fois que je devais boire, manger, avec les scotch, l'enlever, m'arrêter, etc. C'est pas mieux. Donc, si je l'ai fait avec les scotch sous la bouche, ça sert encore une fois pour passer un message. Et pourquoi l'île de la Réunion? Parce que j'ai entraîné beaucoup des raiders, les gens qui font les grandes raids, réunionnais, un qui a fait 2e une fois. Et je connais beaucoup de personnes là-bas, j'ai formé des coachs à la respiration là-bas. J'ai passé 2 semaines, il y a 2 ans, à former à la respiration plusieurs centaines de personnes, je crois 700 personnes en 2 semaines à la respiration. Donc il y a un lien avec la respiration et l'île de la Réunion que j'aimerais bien réactiver. J'avais pensé aussi à l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais il me semble un peu difficile pour tout un tas de raisons. Et donc, je pense que je vais plutôt m'orienter sur celui-là. Donc, je vous tiens au courant si ça vous intéresse, j'en parlerai. Mais voilà, c'est un bon défi pour moi parce que, encore une fois, je connais pas les mondes du trail et je connais pas les mondes de l'ultra trail non plus. Donc, c'est tout nouveau. Mais là, je pense que ça va me demander une quête d'excellence par rapport à qui suis-je et pas uniquement mes entraînements, mais aussi mon hygiène de vie, les sommeils, les déplacements, l'alimentation, tout ce qui est annexe aussi à la performance que je fais déjà. Parce que comme moi, j'ai un quotidien très très rempli, où je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de stages, des fois, je vais dans les rouges par rapport à moi parce que je dois donner, je dois livrer et je suis sur la scène principale, en face devant. Et donc, des fois, je me pénalise un peu. Donc là, il y a une quête d'excellence non négligeable pour pouvoir réussir à faire tout ce que j'ai fait, en plus me donner ces défis-là, qui a absolument l'air fou si je vous dis tout ce que j'ai à faire. Donc, à la base, c'est plutôt impossible, mais c'est un défi pour ça. C'est parce que c'est pas simple. Et d'ailleurs, toi, tu en parles, je sais plus comment tu l'appelles, mais ce sont ces défis où tu sais que c'est pas forcément facile d'y arriver, qu'il y a des possibilités d'échouer. Ouais, les misogi. Voilà. Et donc, moi, je me donne des défis où c'est pas forcément facile de les faire. Mais c'est ça qui te fait grandir, voilà. et qui révèle aussi à toi potentiellement des ressources cachées qui ne se révèlent que face à l'adversité. En fait, si t'es parfaitement préparé et que tu réussis ta course, aussi difficile soit-elle, eh bien, tu vas pas aller puiser au fond de toi des espèces de super pouvoirs, de belles endormies qui sont là, présentes, mais qui demandent un contexte d'adversité puissant pour réellement s'exprimer. Et par contre, une fois qu'elles ont été exprimées une fois, tu t'en as conscience, tu sais qu'elles sont là au fond de toi et tu te sens beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. C'est un facteur de liberté, de croissance, d'épanouissement qui est incroyable, toute une exploration. Et je pense que avec les trails longs comme ça, c'est une quête
géographique, parce que tu vas découvrir un nouvel endroit, des paysages naturels magnifiques, etc. Donc c'est une réelle exploration, mais c'est aussi une exploration physique, physiologique, mentale, parce que évidemment, au bout d'un moment, il y a la douleur, il y a la fatigue, t'as envie d'arrêter. Qu'est-ce qui fait que dans ces contextes-là, tu continues quand même, t'arrives à donner à ton cerveau une motivation suffisante, alors que lui, il te crie d'arrêter ce calvaire. Qu'est-ce qui fait que ta motivation est suffisante pour continuer? Et puis à la fin, j'ai le sentiment que ça, par la fatigue justement, le mental devient de moins en moins prégnant. Et le fait que ce surcontrôle du mental diminue, que le seuil laminaire de ta raison soit plus bas, laisse beaucoup plus de place à des champs d'expression différents, c'est-à-dire l'expression de la conscience, ce côté un peu plus spirituel. Ces sensations, ce côté émotionnel. Et tu vois, tu exprimais comment ta semaine dans le monastère avec au village des Pruniers où les jeunes, etc., t'aidaient à mieux te connecter à ta mission de vie, à distinguer ce qui était réellement important pour toi, etc. Moi, c'est des enseignements qui me viennent en partie de ces temps longs. Tu vois, je reviens à chaque fois avec les idées beaucoup plus claires sur ce que je dois faire, sur la façon sur le sens de mon existence, sur les choses qui sont importantes vis-à-vis de celles qui sont futiles, sur l'amour que je ressens pour ma femme et pour mes filles et puis pour tous mes proches, etc. Enfin, et c'est un petit peu comme si ça me servait à recalibrer tous mes capteurs intellectuels, mes capteurs physiques, parce que sinon, comme je suis un peu tendance tornade, eh bien j'avance tout le temps, tu vois. Je suis tout le temps dans l'action, je suis tout le temps en train d'avancer. Et tu parlais d'équilibre tout à l'heure. Alors certes, j'ai des moments de méditation, de respiration, des moments de calme où je suis avec mes filles, où je vais dans mon sauna, mais c'est pas la même chose. Passer comme ça, je sais pas, 15 heures avec toi-même en train de courir, il y a vraiment des choses particulières qui se passent, d'exploration de la conscience, etc., qui sont uniques, et c'est aussi ça que je vais chercher, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et en tout cas, c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup sur nous, ces défis, les moments où on fait les défis, mais aussi tout ce qu'il y a avant. C'est la préparation et comment on veut structurer aussi nos vies et qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que nous, on a aussi des enjeux. Par exemple, ces défis-là, pour moi, c'est un enjeu d'aussi structurer mon quotidien pour arriver à m'entraîner pour le faire. Parce que sinon, il n'y aurait pas la place pour ça. Donc, c'est une quête d'excellence, justement, par rapport à soi, par rapport à mettre en place les bons choix qui nous permettent d'atteindre nos véritables objectifs de vie. Et donc, c'est donner une direction importante et donc faire aussi les choix de ce qui compte et ce qui ne compte pas. Et c'est aussi parce que nous sommes tous les deux des entrepreneurs, aussi choisir sur quel projet on s'y met, quel est le projet que peut-être on ne fera pas, quel est l'objectif aussi avec nos projets, quel est l'objectif avec notre défi et comme tu disais, qu'est-ce qui nous anime. Et moi, je sais que ces défis-là, ils sont tous des défis qui m'anime par rapport à cette quête des connaissances et d'excellence à moi, mais aussi de porter un message, celui de la respiration. Et c'est toujours lié à ce que je fais avec Inspire et l'Académie Inspire. C'est pour que les gens comprennent l'importance de qu'est-ce que ça veut dire respirer et cette connexion à la respiration qui est beaucoup plus que juste ventiler un peu d'air et puis passer à autre chose. Donc je sais que par rapport à mes défis, cette clé-là de la connexion à la respiration, c'est toujours très importante pour moi. Avec Limitless, ma mission est de t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est ce qui me motive à enregistrer ces podcasts depuis plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Féroce. L'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en micronutriments que celle de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. Pourtant, il suffirait de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. Problème, la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'en manger. C'est pourquoi j'ai créé le steak Féroce, composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abats pour une richesse micronutritionnelle hors norme et un goût riche et savoureux. Je partage cette volonté d'être un exemple, pas d'être un exemple dans le côté prétentieux du terme, mais plutôt dans le fait de montrer que moi, dans ma vie, je suis entrepreneur, ça me prend beaucoup de temps, je suis père de famille et j'ai envie d'être un père présent pour mes enfants, donc j'ai pas du tout envie de les négliger. Et puis, malgré tout, je veux et je poursuis des objectifs sportifs qui semblent extrêmes et qui nécessitent beaucoup d'entraînement. Et en réalité, j'attends pas que les gens aient envie de vivre ma vie, absolument pas, mais il y a un dénominateur commun au fait d'être capable de faire tout ça, c'est l'énergie. Et donc, le fait de pouvoir cumuler et de concilier tout ça et de montrer que c'est possible, ben, le message que je porte, c'est que dans
les routines que j'ai, dans mon hygiène de vie, dans le fait de faire attention à ce que je mange. Et quand je dis faire attention, tu vois, il y a un côté un peu boring, genre je dois tout le temps me priver, mais c'est pas le cas. Au bout d'un moment, ça devient un plaisir parce que j'adore simplement manger de bons produits et avoir de bons produits dans mon assiette, même si pour certains extérieurement, ça paraît moins sexy que de manger un burger. Mais le fait d'avoir un sommeil de qualité, de me coucher, tout ça en fait est au service de l'expression de mon plein potentiel. Et grâce à ça, grâce à l'énergie que je gagne, je peux me dédier à des projets qui ont du sens pour moi, passer du temps de qualité avec ceux que j'aime, et puis réaliser des exploits entre guillemets par rapport à mon référentiel, qui me font grandir intellectuellement, physiquement, et que je serai fier de raconter à mes petits enfants plus tard. Et donc voilà, c'est un peu ça le message que je porte. Et d'un côté, je reviens aux contraintes que tu évoquais, liées au fait qu'en hiver, tu étais souvent en montagne et que tu pourrais pas t'entraîner comme tu voulais, au fait que parfois tu manquais de sommeil, tous ces éléments-là, quelque part, participent à ton entraînement aussi. Parce que l'ultra trail, quand tu vas faire, donc moi j'ai jamais fait la Diagonale des Fous, mais j'en ai déjà entendu parler et c'est l'un des plus beaux trails au monde, paraît-il. Mais tu dois aussi composer avec le manque de avec le manque de sommeil, avec la fatigue, avec la variabilité de l'environnement, de la météo. Donc au final, toutes ces difficultés, toutes ces contraintes que tu dois manager dans ton quotidien te préparent d'une certaine façon, malgré tout, sans t'en rendre compte. Et là, on en revient à cette logique de qu'est-ce que l'entraînement, qu'est-ce qui est du domaine de l'entraînement et qu'est-ce qui est du domaine du reste. Et d'ailleurs, tu vois, dans ces notions de transfert, probablement que il y a plusieurs qualités que je développe dans ma résilience, dans mon antifragilité quand je fais un ultra, qui se transfèrent extrêmement bien dans ma capacité à rester calme et avoir les idées claires face à un problème dans mon entreprise, lorsque je dois pitcher devant un parterre d'investisseurs. Et voilà. Et donc au final, je développe des soft skills en réalité qui me permettent simplement d'être un meilleur humain et tout s'auto-catalyse. Et j'essaie vraiment d'avoir cette vision dans ma vie, de me dire que les choses sont pas séparées. C'est vraiment un ensemble et tout contribue à essayer de progresser et à devenir la meilleure version de moi-même. Absolument. Tout est lié. C'est pour ça que c'est motivant, en mon sens, de pouvoir se donner quelques axes d'objectifs, des défis pour justement marcher dans la bonne direction. Parce qu'on sait très bien que sinon, le monde amène beaucoup de distractions et beaucoup d'excuses. Et donc, oui, c'est challengeant, mais en même temps, ça nous permet d'aller dans la direction qu'on veut vraiment, dans laquelle on veut vraiment aller. Oui, parce que sans défi, tu peux avoir la motivation de t'entraîner, etc. Mais c'est clair que tu iras beaucoup moins loin, tu vas développer beaucoup moins d'outils, etc. que lorsque tu as un objectif. Quand tu as un objectif, tu sais pourquoi tu fais les choses. Et donc, tu as une raison. Là, tu parlais du fait que tu te couchais à 1h du mat et puis que tu allais quand même te lever à 5h ou 6h du mat pour aller faire tes 15 km. Parce que il y a cet objectif au bout du compte. Et dans cette difficulté-là, t'apprends des choses sur toi-même, sur ton corps, sur ton fonctionnement. Tu mets en place des routines pour justement être capable de récupérer malgré le manque de sommeil. Donc, il y a plein de choses d'enseignement que tu peux tirer de cette expérience, tandis que si tu n'avais pas d'objectif, ce matin-là, tu te serais dit, non, c'est bon, j'irai courir demain, tu vois. Et donc, quand tu cours comme ça 2 fois par semaine, et je parle de courir parce qu'on parlait de course, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, c'est pas la même chose. Et même, d'ailleurs, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je précise le fait que c'est pas forcément lié au contexte sportif. Ça peut aussi être apprendre à jouer d'un instrument ou, comme tu le disais, quelque chose d'aussi simple et pourtant essentiel que d'essayer de ressentir et d'exprimer ta gratitude tout au long de la journée pendant 21 jours, c'était ça? Donc voilà, donc ça c'est des petits défis, mais qui nous font grandir, qui nous apprennent de nouvelles choses, qui nous permettent, moi j'adore cette notion d'exploration. Je sais que je ne sais rien et j'ai un peu, tu vois, c'est marrant parce que dans la démarche scientifique, un scientifique initialement, il est censé avoir cet état d'esprit parce que s'il savait déjà, il aurait pas besoin de chercher. Donc un chercheur, normalement, il sait qu'il sait rien. Et pour autant, la science donne l'impression qu'elle a des certitudes. Alors que la démarche scientifique est absolument inverse. Et moi, j'aime vraiment cette logique d'exploration à tout niveau, sur tous les plans de ma personnalité. Et je trouve que
tellement riche d'enseignements, c'est magnifique, c'est ça. Et en plus, c'est un chemin infini, tu vois, c'est comme un enfant à Noël. À chaque fois que t'es excité, il y a plein de cadeaux sous le sapin et t'en ouvres un et puis c'est génial et puis t'as envie d'en ouvrir un autre et puis en fait, à chaque fois que tu prends un paquet, tu te rends compte qu'il y en a 10 derrière et c'est un chemin infini et j'ai la certitude que je m'ennuierai jamais dans ma vie, tu vois. Et en plus, c'est encore plus beau quand c'est là, profite aux autres aussi. C'est-à-dire que nous partageons aussi cela pour soit inspirer, soit pour guider, soit pour permettre de suivre aussi ces exercices et ces pas, pour que d'autres puissent aussi les faire et avoir un bénéfice. Et pour moi, c'est très important que tout ce qui m'anime à moi, mes défis, tout ce qui me motive, ensuite je puisse les partager. Non seulement pour inspirer les autres, qui est déjà c'est beau, mais aussi pour pouvoir dire oui, vous pouvez aussi mettre en place ça. Peut-être c'est pas les mêmes défis, c'est pas ça l'idée, mais que vous puissiez apprendre de ce que moi j'ai vécu pour que ça vous soit utile. Donc cet impact positif, pour moi, donne encore plus de sens à ces défis que nous donnons, qui vont au-delà de juste quelque chose de personnel qui est déjà important. Éthiquement, c'est important de faire cette quête éthique des connexions à soi et pour savoir qui nous sommes et dans quelle direction nous voulons aller. Mais c'est aussi une quête sociopolitique, dans le sens qu'on fait partager ce que nous venons de vivre aux autres, un peu comme la quête du héros qui part en quête soi-même, un peu tout seul, mais finalement qui y revient, ça fait profiter les autres. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ces retours pour les autres aussi. Et c'est pour ça que je partage, je dis oui, s'il y a des coureurs qui ont envie de faire ces exercices de respiration, je vais les coacher, je vais les guider, je les partage. C'est pas juste pour moi et puis je vais pas vous les dire. Et des fois, on peut se trouver un peu confronté à des personnes qui ont compris des choses, mais qui ne veulent pas les partager. Et moi, c'est totalement le contraire. Et toi aussi, on partage à fond. On partage beaucoup. Et même, on partage des choses sur lesquelles on n'est pas sûr. Des fois, on peut se tromper. Et c'est OK. Bien sûr. Et cette notion de partage, elle n'est pas liée au fait d'être créateur de contenu, d'écrire des livres ou de faire des vidéos. En réalité, c'est un peu comme si on avait... moi, j'aime bien dire qu'on est incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie et que c'est une responsabilité. C'est pas seulement un choix, une possibilité, c'est une responsabilité. Et que cette responsabilité, et dans cette notion de partage, eh bien, elle permet aussi de partager simplement à l'échelle de ton microcosme. L'autre phrase que je dis souvent, c'est qu'on a tous la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme. C'est-à-dire que refuser la résignation, il y a plein de gens qui se disent à quoi bon, etc. Machin, le monde est foutu. Moi, c'est pas du tout ma vision. J'ai une foi infinie en l'humanité et en réalité, influencer positivement notre propre microcosme, c'est des actes du quotidien. C'est le sourire et l'enthousiasme que tu exprimes le matin quand tu te lèves et la façon dont tu vas vivre ta journée. Mais c'est aussi justement toutes ces choses que tu vis, que tu mets en place, que ce soit des défis comme ça ou simplement le fait de vouloir exprimer, être un maximum bienveillant ou t'engager dans une œuvre humanitaire ou peut-être apprendre à jouer du piano. Et ça, c'est aussi une notion de partage parce que dans le fait de vivre pleinement, de vivre intensément, eh bien, tu engrammes des expériences qui améliorent ta compréhension de toi-même, mais qui te donnent aussi des tas de choses et de sujets de discussion avec les autres qui sont d'un niveau, comment dire, peut-être plus important, plus intéressant que le gossip, que le fait de... Parce que sinon, tu sais, t'es toujours un peu dans le fait de critiquer les autres, de parler des potins, etc. C'est quand même des conversations qui participent pas vraiment à l'humanité, à rendre le monde plus beau ou plus vertueux. Je pense que c'est beaucoup plus beau d'entendre comment est-ce que ton ami, par exemple, a décidé d'apprendre le piano et puis s'y est mis et en quelques mois, eh bien, a cette sensation de flow et de comment dire de symbiose et de synchronicité avec les touches et puis il est là et il est tout fier de te faire un morceau. Enfin, ça c'est beau, tu vois, et ça enrichit le monde et l'humanité, tu vois. Donc ça pour dire que cette responsabilité de vivre intensément et de partager nos expériences autour de nous, elle est pas liée au fait d'être créateur de contenu et d'avoir un média, mais je pense que c'est plus une responsabilité sociétale et humaine. Et dans cette exploration, on s'est vu il y a 2 ans pour enregistrer un épisode, c'était peut-être le 11e ou 12e, bon, faudrait que je vérifie. Probablement que c'était il y a 3 ans d'ailleurs. Ouais, même plus parce que j'ai habité encore à Paris. Ok. Donc c'était peut-être 2019. Ok, bon, voilà, ma mémoire temporale est déficiente. Quoi qu'il en soit,
Outre la respiration, ces derniers défis dont tu as déjà largement parlé, est-ce qu'il y a d'autres points liés au biohacking entre guillemets que tu as découvert, des outils, des routines, etc., qui te semblent dignes d'intérêt et que tu aimerais partager? Oui, les froids, je peux pas ne pas vous les partager, je l'utilise beaucoup. Hein. L'exposition au froid, moi, ça me fait vraiment du bien. En lien avec mes entraînements, je trouve que ça se couple très très bien. Ce sont des entraînements qui sont en lien avec l'endurance et donc vraiment les froids, on peut l'utiliser à fond. Donc moi, ça fait partie de mes outils des récupérations préférées. Je l'utilise aussi en alternance avec les chauds. Donc ça peut être des saunas et des bains froids que j'ai fait au chalet chez moi. Et ça, je l'ai beaucoup utilisé après les défis marathon, par exemple, et je vois que ça accélère ma récupération très vite. Mais ça peut être des douches froides, des douches chaudes, si on a juste une douche. Hein. Et ça, oui, l'outil de l'utilisation du froid est quand même un très bon outil. Je fais une parenthèse là-dessus, mais là, je te parlais de mon week-end où j'avais fait un peu plus de 100 km avec mon sac de 10 kilos. J'avais pas repris mon sac depuis l'Écosse, donc ça faisait plusieurs mois que je m'étais pas entraîné avec cette charge. Et malgré tout, j'ai eu des bonnes courbatures, notamment au lombaire, au trapèze et aux adducteurs, qui sont des zones qui normalement peut-être sont moins sollicitées lorsque je cours. Et donc naturellement, surtout après ça, tu te sens vite justement tourette de partout et puis avec peu de mobilité, un peu enfermé dans ton propre corps. Et je me suis fait en rentrant, donc je suis rentré le dimanche, le lundi, je me suis fait un sauna et puis j'ai été nager dans le lac après, donc alternant chaud-froid comme ça. Et je suis remonté, mais j'étais lavé quoi. Je me sentais bien dans mon corps, j'avais plus aucune douleur. Enfin vraiment, tu vois, je me sentais trop bien, j'avais retrouvé ma mobilité. Enfin, c'est magique quoi. Et donc au final, ça m'a pris quoi, un quart d'heure de sauna, 5 minutes dans l'eau froide. Donc ça m'a pris 20 minutes au total quoi. Ouais, et l'effet il a été immédiat quoi. Et le lendemain c'est pareil, le lendemain j'étais nickel quoi. Du coup moi j'utilise beaucoup ça par rapport au biohacking pour mes défis. Alors après bien sûr il y a tout l'aspect optimisation du sommeil qui est très important. Moi j'essaye de faire le mieux que je peux par rapport au fait que souvent je me déplace, je suis dans des lits que je connais pas, des horaires que je maîtrise pas forcément, mais il y a une notion de pouvoir optimiser la qualité du sommeil par rapport à la lumière les soirs, éviter la lumière bleue, me calmer, faire des étirements, faire des exercices pour apaiser les systèmes nerveux, pour activer les systèmes nerveux autonomes parasympathiques, que ce soit la respiration, les mouvements, dormir dans une chambre fraîche, respirer par les nez, mettre les myotape par exemple, des choses comme ça. Et je préfère, si je peux, me coucher relativement tôt et me réveiller tôt. Ce sont des choses que je vu par rapport à mon rythme circadien fonctionnent mieux que me coucher tard, me réveiller tard. Et du coup aussi, les coupler avec les jeûnes intermittents. Et par exemple, des fois, je préfère ne pas dîner si c'est trop tard et plutôt manger le matin ou vice-versa. Voilà, ne pas manger tout de suite les matins pour avoir mes routines, mes temps de pratique, pour qu'il y ait une synergie entre les choses et que cette phase de régénération, récupération du sommeil dure encore un peu longtemps par rapport à mes routines du matin avec les souffles, avec les mouvements, avec les froids, avec les chauds. Et puis, quoi d'autre? J'ai utilisé aussi des compléments alimentaires pour m'aider un petit peu sur des carences. D'ailleurs, j'aimerais bien faire des tests un peu plus spécifiques sur les métabolites. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais sur tout ce qui pourrait être carence à moi, parce que j'ai jamais fait des analyses un peu plus poussées de tout ça. Donc, je sais que toi, tu as fait. Donc, j'essaierai partant qu'on fasse un échange. Bien sûr. Je te donne les routines et les exercices de respiration pour ton défi. Et toi, tu me dis, fais un test avec tous ces éléments-là, ces marqueurs-là, parce que je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec l'alimentation qu'on a et les éléments de pollution qu'il y a, on a tous des carences et c'est difficile de ne pas les avoir. Donc j'ai fait un travail aussi sur les compléments alimentaires. Et puis, alors je pense à d'autres choses. Hein. J'ai pu utiliser la lumière infrarouge un petit peu. C'est pas quelque chose que j'ai utilisé énormément, mais un petit peu. J'ai fait des tests épigénétiques aussi pour voir s'il y avait des éléments de fragilité à moi. Ça accompagne un peu les analyses aussi, c'est des tests de mesure pour voir là où il faut travailler et des tests de microbiote pour travailler aussi sur la santé de la flore intestinale. Ça, il y a un lien très important avec l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi un outil du biohacking, mais voilà, c'est un peu plus difficile de dire que c'est du biohacking, l'alimentation, mais il faut aussi comprendre dans l'alimentation qu'est-ce qui nous fait du bien et c'est pas forcément évident. Et après, une fois qu'on a compris... Tu suis un régime spécifique ?
Non, j'ai pas un régime spécifique, mais je sais qu'il y a des choses qui me font du bien et des choses qui me font pas du bien, et j'essaye de comprendre davantage ce qui me fait du bien par rapport à ce qui me fait pas du bien, et de m'écouter dans ces sens-là. Après, tout ce qui est bio, des saisons, sain, en fait, je préfère les manger. Tout ce qui est moins transformé par rapport à tout ce qui est plus transformé, mais j'ai pas un régime spécifique. Mais j'ai fait plein de tests. J'ai pu faire keto, j'ai pu faire végétarien, j'ai pu faire vegan, j'ai pu faire frugivore. J'ai essayé plein de choses parce que je trouve qu'il y a un intérêt à essayer tout ça. Et puis je travaille avec les jeunes, donc c'est aussi particulier, hein, parce que ça travaille aussi dans ce sens. Je travaille avec des éléments de détox aussi. Donc voilà, j'ai fait un peu des choses dans ce C'est quoi les éléments de détox? L'élément de détox, ça peut être par exemple des purges qui peuvent accompagner ou pas les jeunes. Et après, ça peut être des cures détox avec des plantes ou des fruits ou des jus. Ça peut être aussi des éléments pour se nettoyer davantage, comme on pourrait faire des vidanges un peu. Et puis, voilà. Et c'est important aussi derrière de se nourrir c'est pas facile, hein, tout ça. Moi, je me rends compte que j'expérimente plein de choses. Des fois, je fais des petites erreurs, mais j'essaie de me faire accompagner par des gens quand même. Je fais pas tout seul, hein, en général. Quoi d'autre sur le biohacking j'ai pu tester? J'ai travaillé sur mon métabolisme pendant 1 an pour essayer d'augmenter ma flexibilité métabolique. J'ai travaillé avec Lumen, voilà, c'est quelque chose de peu coûteux, ce que je trouvais intéressant parce que ça donnait des pistes par rapport à comment mon corps utilisait plutôt les graisses ou les glucides en fonction des rythmes du sommeil, du jeûne ou de l'entraînement. Et ça a augmenté ma flexibilité métabolique, et ça c'est très intéressant parce que maintenant je peux m'entraîner à jeun sur des distances relativement longues jusqu'au semi-marathon. Je n'ai pas besoin de manger ou de boire. Et ça, c'est aussi intéressant pour aller puiser sur le fait que les corps soient ambivalents sur l'utilisation des carburants. Voilà, donc j'ai utilisé Lumen. J'ai fait même une vidéo qui expliquait tout maintenant. Lumen, en fait, c'est une espèce de dispositif dans lequel on souffle et par les échanges gazeux qui est capable de voir si on a une prédominance de substrat énergétique plutôt sur les lipides ou les glucides. Exactement. Et donc, en fonction de ça, il te recommande des journées plutôt high fat, low carb, ou à l'inverse, plutôt avec plus de glucides. Donc, en fait, il y a des jours à haute teneur en glucides, une baseline qui est plutôt basse en glucides. Et voilà. Et donc l'idée sous-jacente, c'est d'entraîner ta flexibilité métabolique, c'est-à-dire que, eh bien, la plupart du temps, l'idée c'est de pouvoir fonctionner plutôt sur les lipides, sur un substrat lipidique, mais malgré tout garder une bonne adaptation aux glucides pour que lorsque tu en as besoin, eh bien, tu puisses, notamment pour des entraînements intenses, etc., bien les métaboliser. Oui, et donc là c'est nuancé, hein. J'ai fait une vidéo où j'expliquais justement qu'il y a des choses qui fonctionnent par rapport à Lumen et des choses qui fonctionnent moins bien, mais si ça vous intéresse, voilà, j'ai une vidéo Lumen sur Inspire Potential qui explique les choses intéressantes là-dedans. Et puis j'ai fait aussi un travail quand même sur les émotions, parce que je sais que les émotions ça peut quand même prendre beaucoup d'énergie, et que d'avoir des bonnes émotions, des mauvaises émotions, c'est pas du tout la même chose par rapport au fait d'avoir de l'énergie, mais aussi de récupérer, et que ça peut aussi donner des blocages. Et donc, tout ce travail émotionnel, elle est lié au travail aussi un peu plus spirituel, en quelque sorte. Il y a la méditation, il y a la respiration avec le breathwork, dont tu parlais, sur lesquels je continue à travailler, mais il y a aussi d'autres éléments. Voilà, donc il y a plein de choses. Et on peut les appeler biohacking ou pas, mais... Non, mais c'est bien, ça donne plein de pistes. Finalement, oui, on n'a pas eu le temps de parler plus en profondeur du breathwork, mais je pense qu'on a fait un beau tour, on a parlé de plein de sujets, c'était génial. On arrive au bout de ce podcast, mon cher Léo. Est-ce que, pour conclure, tu pourrais proposer un petit takeaway, c'est-à-dire 2-3 key points très pratiques que les gens peuvent emporter avec eux et implémenter dès demain dans leur quotidien? Le premier key point, ce serait de voir si on utilise ou pas l'outil de la respiration pour aller mieux dans nos vies, et si on augmente notre qualité de vie et dans tous les sens, que ce soit les travails, les sports ou être en famille avec ses proches, avec la respiration ou pas. Et si la réponse c'est non, je crois pas, c'est que je vous conseille d'investir du temps là-dedans pour voir comment ça peut vous aider. Les deuxièmes key points, peut-être ça peut vous intéresser de voir un peu les vidéos que j'ai fait de mes défis. Comme ça peut vous donner des pistes si vous êtes des coureurs pour l'implémenter. Parce que là, je donne clairement des noms des techniques respiratoires que j'ai utilisées pour m'entraîner. Donc, si vous êtes dans la course à pied, dans les trails, d'aller voir les documentaires que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Inspire Potential. Je mettrai les liens dans l'article lié. Voilà, il y a au moins 2, 3 ou 4 vidéos avec des noms des techniques. Et comme ça, si vous êtes déjà dans les domaines de la respiration,
Ça peut clairement vous permettre de commencer à faire quelque chose. Et si ça vous intéresse, je vais ouvrir en promotion des personnes que je vais guider personnellement. Donc peut-être vous pourrez en faire partie. Et puis peut-être les troisièmes key points pratiques, c'est de vous inviter au Festival du Froid. Parce que là, on parlera beaucoup des respirations, des froids, des performances, des sports. Toi, tu y seras. On parlera des breathwork et donc peut-être c'est l'occasion aussi de se retrouver et pratiquer des éléments pour la suite. Super, ouais, carrément. Et donc moi j'y serai effectivement, j'ai raté l'année dernière, mais donc là j'ai pu le planifier avec 1 an d'avance, donc c'est chouette. Je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié. Est-ce que t'as quand même une petite technique, un petit hack, tu vois, ouais, voilà, que les, parce que là tu les renvoies vers des contenus qu'ils peuvent regarder, c'est super, mais peut-être d'ailleurs on entre dans l'hiver. On a parlé au début du podcast de Rhino Horn et puis de Kapalabhati. Est-ce que tu pourrais proposer une petite routine très simple que les gens puissent faire peut-être tous les jours en 2-3 minutes pour éviter de tomber malade cet hiver? Alors, je vous donne une routine marrante que j'ai fait les soirs en me brossant les dents. Je pratique la respiration de l'abeille. Et ça va prendre 2-3 minutes parce qu'il y a le temps de vous brosser les dents. C'est à peu près ça, 2-5 minutes en fonction des... Et la respiration de l'abeille, c'est une expiration nasale vibratoire qui aide au nettoyage des sinus les soirs avant de se coucher. Et donc, ça permet pendant toute la nuit, si ensuite on respire par les nez, de préserver la santé des voies respiratoires. Et l'expiration de l'abeille, c'est... Donc là, c'est pas ta gorge qui vibre, c'est plutôt la cavité nasale. Ok. Ça, c'est plutôt la gorge. C'est plutôt les nez. Et en me brossant les dents, moi, j'inspire et j'expire comme ça par les nez pendant 3, 4, 5 minutes. Et je suis sûr de nettoyer aussi mes voies respiratoires. Après, c'est là, je vais me moucher, comme je te disais, en faisant aussi un peu de Kapalabhati. Et ça, je pense que c'est quand même pas rien. Parce que si on a vécu toute la journée, on a respiré plein de choses, on peut avoir les voies respiratoires où il y a des virus et des bactéries ou des agents pathogènes. À ces moments-là, on les nettoie. Et comme ça, on est sûr que pendant les 7-8 heures où on dort, c'est plutôt propre. Et il n'y a pas de prolifération. On peut répéter la même chose les matins avec Kapalabhati, les Netipotes, ou les Rhino Horn, ou alors des sprays nasaux pour nettoyer aussi après la nuit. Et voilà. Ça, c'est un petit hack hyper marrant, mais que je pense ça peut faire une petite différence. Trop bien. Et en plus, c'est hyper pratique parce que tout le monde se lave les dents et donc autant rentabiliser un petit peu mieux ce temps. Exactement. Et le fait de pouvoir avoir une respiration nasale pendant la nuit, on parlait de la qualité du sommeil, c'est vraiment un élément central dans la capacité justement à être dans le système nerveux parasympathique et aller dans des phases de sommeil profond. Le fait de passer en respiration buccale pendant la nuit, ce qui arrive chez certains, eh bien les empêche techniquement d'entrer en phase de sommeil profond, le sommeil réellement réparateur. Donc avoir cette pratique qui permet vraiment de décongestionner le nez avant de dormir, c'est potentiellement un hack qui améliore en plus de l'immunité la qualité du sommeil. Léo, un grand merci pour cette conversation, c'était génial comme d'habitude. Merci David. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao.